Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Bio, votre chaîne de rapport de data tuto et live peinture. Il faut faire avec des tireurs. Mais là on danse là. C'est vrai, mais de l'autre côté, les taux ça fait pas ça. Les taux ça fait... Ça ne danse pas, il n'y a qu'une phase, c'est la phase de tir. Putain, la phase de danse. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ébranlé. Je suis ébranlé. En plus c'est très fort en ébranlement l'auto. Ça, j'en doutais pas. Regarde-moi ça, bien sûr. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Bio, votre chaîne de rapport de data tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Itchy qui vient nous présenter les taux pour ce début de 10ème édition sur Warhammer 40 000. Les taux sont donc une des races extraterrestres de l'univers de Warhammer 40 000 qui ont, on va dire, un certain succès auprès de plein de personnes de l'extérieur parce qu'il y a un style très inspiré mecha. Ce qui est rigolo, c'est qu'au sein de la communauté, ils sont soit adorés, soit pas trop appréciés. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire justement leur gameplay et leur entrée dans cette 10ème édition? Alors, les taux ont un gameplay vachement intéressant parce que c'est une armée qui ne fait que tirer, ça tout le monde le sait, il n'y a pas de phase de corps à corps, il y a dans le code, dans cet index, il n'y a rien pour faire du corps à corps, on s'y attendait, mais même Farsight avec son épée, il ne fait pas vraiment de corps à corps. C'est une armée de tir, ce qui est ton couteau à pique parce que pour l'instant, cette début de V10, le tir est à l'avantage du corps à corps. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Après, au niveau gameplay, c'est une armée qui est pour l'instant, en tout cas dans cet index, dans son statut d'index, face aux autres, pas forcément le plus puissant, le plus violent. Mais il a des datasheets très riches, très variés, qui permettent d'aller chercher un peu de tout. Le seul bémol, c'est qu'il faudra faire des listes spécialisées pour pouvoir aller les chercher et qu'il n'y a pas, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, une liste générique qui peut tout prendre. Ok, et dans ce statut de chasse, alors, tu les mettrais comment? Alors au niveau de chasse, ils peuvent vraiment aller chercher tout ce qu'ils veulent. Par exemple, il y a une difficulté à aller chercher des véhicules en ce moment en V10. Le taux, il peut se faire une armée entière anti-véhicule qui fonctionnera extrêmement bien, qui peut aller chercher de l'ICA, ce que tu veux. À l'inverse, pareil, il peut se faire une liste anti-infanterie de masse, anti-infanterie d'élite. Il peut vraiment tout aller chercher, juste pas tous en même temps. Il faudra vraiment se spécialiser. Pour illustrer tout ça, on va rentrer dans les règles. On rappelle qu'il y a deux niveaux de règles, les règles d'armée et les règles de détachement. Pour l'instant, on est en index, il n'y a qu'un seul détachement possible pour les taux, donc tout ça va être fusionné. En tout cas, la règle d'armée, c'est pour le bien suprême. En gros, très très bon wording de la part de Game Workshop et nouveau mécanisme très vrai qui va dans l'ADN de l'armée et ça c'est super positif. En gros, dans la phase de tir, quand vous allez activer des unités pour choisir des cibles, n'importe laquelle de vos unités peut se positionner comme une unité observatrice et pointer une unité qui deviendra donc pointée, auquel cas une seule autre unité par rapport à l'observateur va être l'unité guidée. Et quand l'unité guidée va tirer sur l'unité pointée, donc le méchant, alors on va avoir +1 à la touche. Et petite particularité, quand l'unité qui est observatrice a le mot-clé désignateur laser, alors l'unité guidée va en plus de ça ignorer les couverts. Et il est aussi précisé que ça ne comporte pas que des avantages, puisque si une unité qui elle-même est guidée, donc pour pouvoir justement tirer sur une unité pointée, tire sur autre chose, là elle aura un malus de -1 pour toucher. Exactement. Ça correspond un peu à ce qu'on disait avant avec la spécialisation des listes taux, où en fait tes Krasis que tu avais l'habitude de mettre peut-être un lance-flamme, un plasma, un truc, plein de choses différentes, au final là sur la table elles vont pas pouvoir tirer un peu partout dans tous les sens en fonction des cibles, donc il va vraiment falloir les spécialiser anti-machin pour prendre les cibles une par une. Je précise quand même qu'une unité observatrice a quand même le droit de tirer. Et pour clarifier le tout, une unité qui est observatrice ne peut pas devenir une unité guidée sur cette même phase. Alors là, j'ai joué le rôle guidée, observatrice et ainsi de suite. Ça semble un peu complexe. Honnêtement, c'est super bien écrit de la part de Game Workshop. C'est dans l'ADN, c'est même mieux qu'avant, puisque n'importe quelle unité peut être observatrice, n'importe quelle unité peut être guidée. Et là, on va toujours avoir envie de prendre des unités avec le mot-clé désignateur laser, puisque l'ignore couvert dans le jeu est très fort, puisque on peut très facilement avoir des couverts dans cette nouvelle édition. Absolument. Moi, je trouve la règle vraiment très bien écrite et surtout hyper agréable. En fait, il y avait beaucoup de restrictions avec le marquage dans les éditions passées. Où on se un aspect aléatoire aussi. Oui, et surtout on se disait toujours qu'il y avait une taxe de marquage dans les listes taux. Là, cette taxe, elle n'existe plus puisque tout le monde peut désigner pour les autres. C'est vachement fluff, c'est vachement cool. Moi, j'aime beaucoup cette dynamique. Pour terminer sur cette notion de ciblage, il faut parler d'un mécanisme qui est assez fort quand même, puisque le fait d'être guidé va vous octroyer un bonus sur votre capacité de tir. Là où par exemple un jet de +1 pour toucher ou une arme lourde qui ferait que si on ne se déplace pas, on va avoir +1 pour toucher, va se combiner avec les deux. Vous allez donc pouvoir monter à +2, là où normalement vous êtes capé à -1, +1. Exactement. Ce qui est très rare dans cette version et donc ça vaut le coup de le mentionner évidemment. Par contre, il faut voir que c'est pas partout. Et les armes lourdes dans le codex, il n'y en a pas énormément. Il y en a sur les véhicules, sur les broadsides, sur la Stormshow, c'est déjà très bien. Hein. Mais quand tu passes de CT4 à toucher à 2+, ah bah c'est très intéressant. On ne peut pas le nier. Ensuite, on va voir le niveau de la règle de détachement. Ça concerne donc l'intégralité de votre armée pour l'instant. Ça va être la règle de Coyon. Mais avant, il y a une petite précision qui dit que si jamais vous incluez un éthéré dans votre armée, alors vous ne pouvez pas avoir le commandeur Farsight. Et si jamais vous incluez le commandeur Farsight, vous ne pouvez pas avoir d'éthéré. C'est la même règle, mais à l'inverse. C'est du fluff. Ensuite, on va avoir la règle Coyon.
Alors, petite tristesse, aujourd'hui le détachement n'octroie plus aux joueurs tôt, qui connaissent en tout cas la profondeur de l'armée, que le Koyon et plus du tout le Monka. Maintenant en tout cas le Koyon ça va être très 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 fort. À partir du 3e round de bataille, toutes les armes de tir dont sont s'équipées les figurines tôt, quelles qu'elles soient, vont avoir touche soutenue 1. Tant qu'une unité est guidée, elle aura alors touche soutenue 2. Je précise, touche soutenue c'est quand on va faire une touche critique, théoriquement sur du 6, alors on fera une touche supplémentaire ou 2 touches supplémentaires quand on est guidé. Ça veut dire que si jamais on fait un tir de Raigun et qu'on est guidé, on va faire 3 touches. Tu es content? Ah ouais, moi je suis content. Moi je trouve la règle très bien. C'est juste évidemment la plus grande difficulté, ça va être d'attendre le tour 3 parce que voilà, il n'y a que 5 tours dans une partie, donc les 2 premiers sont. Enfin, faut pas perdre ses ressources les 2 premiers tours, mais sinon la règle est très très forte, ça c'est absolument certain. Ensuite, on va découvrir ensemble les stratagèmes. On rappelle que dans cette 10e édition, on commence la partie à 0 PC et qu'on en gagne 1 au début de chaque tour, soit 2 par round de bataille, soit 10 au total. Les points de commandement sont donc une ressource assez rare. Maintenant, les taux font partie des armées qui vont pouvoir en avoir un peu plus que les autres, puisque comme je disais, normalement on va en avoir 10. Or, l'éthéré est capable à votre phase de commandement de pouvoir en générer un sur un 4+, donc normalement vous en aurez 12 ennemis. Et il va y avoir aussi des mécanismes, notamment Shadow Sun, qui fait que pour les unités à côté d'elle qui utiliseraient un point de commandement, ils vont pouvoir le récupérer sur un jet de dés. Donc globalement, on va être à peu près à 12, 13, voire plus points de commandement quand on joue tôt. On commence tout de suite avec les injecteurs de stimulants. Celui-là il vaut 1 PC, on va l'utiliser soit à la phase de combat, soit à la phase de tir adverse. Donc attention, si jamais vous êtes sujet à un tir en état d'alerte, donc malheureusement là vous prendrez tarif. Ici vous allez l'utiliser sur une unité exo-armure tôt, qui est au moins la cible donc d'une attaque, et cette unité va hériter d'un insensible à douleur à 6. Alors, c'est moins fort qu'on le pense, parce que 6 c'est pas beaucoup, mais comme on va le voir avec les nouvelles règles de drones, et notamment les drones boucliers qui rajoutent des points de vie aux exo-armures, en fait les crises, elles vont passer à 6 points de vie par crisis. Du coup, un Feel No Pain à 6, ça donne donc théoriquement une blessure sauvegardée par tranche de crisis entière. Donc c'est pas inintéressant, c'est pas parfait, mais voilà. Yes, ensuite, très très fort, frapper et disparaître. Attention, il vaut 2 PC, et 2 PC aujourd'hui c'est cher. On va l'utiliser à sa propre phase de tir sur une unité exo-armure tôt, qui a aussi le mot-clé vol. Après avoir tiré, si cette unité n'est pas à portée d'engagement, elle va être capable de faire un mouvement normal. Ouais. Alors ça c'est le stratagème du codex, historiquement, et dans cet index, pardon. Et c'est là où on va mettre tous nos CP, c'est sûr. Il est très très utile, très très fort, parce qu'on va le voir, il y a des crises qui peuvent bouger extrêmement loin. Si vous jouez contre le taux et que vous avez une aptitude pour augmenter le coût d'un CP, d'un stratagème, c'est ici que ça va se passer, c'est sûr. On va le voir, c'est vraiment très utile. Yes, ensuite on va avoir l'engagement coordonné, il vaut 1 PC, on va l'utiliser à sa propre phase de tir. Quand une unité tôt de son armée vient juste être choisie comme étant observatrice, alors jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de cette unité qui cible le pointeur, donc l'unité qu'elle-même a pointé, alors elle va quand même bénéficier justement du +1 pour toucher. Et si elle avait le mot-clé désignateur laser, elle aura aussi l'ignore, le couvert. Ça, c'est un stratagème qui est très utile en fin de partie, parce qu'on va commencer à perdre nos petites unités qui servaient à marquer. Et en fait, c'est pour ça qu'on va le voir dans la composition des listes. En général, l'unité de crisis qui est dirigée par un commandeur, le commandeur aura un de ces 2 drones qui est un drone de marquage. Comme ça, plus tard, eux-mêmes pourront bénéficier de tous les avantages du ciblage. Ensuite, pareil, très très fort, embuscade à bout portant, il vaut 1 PC, on va l'utiliser à sa phase de tir. Tout simplement, si l'unité taux sur laquelle on l'applique effectue des tirs à moins de 9 pouces, elle va avoir un bonus de +1 à la pénétration d'armure. Ouais. Or aujourd'hui, la pénétration d'armure, c'est difficile. Surtout pour le taux, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est un très bon stratagème. C'est juste évidemment, le prérequis est un peu compliqué. Il faut être sûr de tuer sa cible, parce que t'as pas envie de rester ensuite juste devant lui. Mais on va le voir aussi donc avec le Strike and Fade. Tu peux retourner vite te cacher quelque part. Ça fait 3 PC. Ouais, ça fait cher, mais bon. Ensuite, on va avoir le stratagème grenade à photon. Il vaut 1 PC. On va l'utiliser à la phase de charge adverse, juste après qu'une unité taux ait été sujet au ciblage d'une charge, puisqu'on déclare la charge avant de jeter les dés. Alors le joueur tôt va être capable de déclarer qu'il utilise une grenade. Pour ça, il faut qu'il ait le mot-clé grenade empire tôt, et l'adversaire va devoir faire un test de débranlement. S'il le rate, alors il aura -2 à sa charge. C'est plus auto comme avant. Ben écoute, c'est évidemment moins bien qu'avant, surtout qu'en plus ce mot-clé, c'est pas qu'il est rare, c'est qu'il est pas forcément dans les unités que tu as envie de jouer. Donc bon, pour l'instant c'est pas top. En soi, c'est un bon stratagème, mais l'usage n'est pas simplifié. Yes, c'est intéressant comme débat, puisqu'en fait aujourd'hui, quand tu utilises un point de commandement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une ressource qui est rare, t'as envie d'avoir les effets à 100%. C'est sûr. Or là, le fait de dire que tu vas faire un test d'ébranlement sur l'adversaire, après il y a des malus, hein, et puis il faut aussi savoir qu'on va dire un bon commandement aujourd'hui c'est 7. Donc ça veut dire que même à 7, le mec il a quasiment 45% de chance quand même de le rater. Oui. Ce qui n'est pas rien. Mais ce qui n'est pas beaucoup. C'est vrai. Mais c'est pas rien. Mais c'est pas rien. Mais c'est pas beaucoup non plus. C'est pas beaucoup. Ouais.
Mais c'est pas négligeable quand même. Hein. Mais c'est pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Je sais pas quoi faire. Tu l'utilises ou tu l'utilises pas? Non. Ensuite, on va avoir l'embarquement de combat. Celui-là, il est intéressant. Il vaut 1 CP. On va l'utiliser à la phase de charge adverse, juste après qu'une unité ait été déclarée comme charge. Alors, il faut que l'unité qui a été prise pour charge soit une unité infanterie et surtout qu'elle soit à moins de 3 pouces, entièrement à moins de 3 pouces d'un transport et que celui-ci ait assez de capacité de transport pour pouvoir justement l'héberger chez lui. Alors, elle va pouvoir embarquer et par contre, contrepartie pour l'adversaire, il va quand même pouvoir déclarer une nouvelle cible à sa charge. Bon, le problème de ce stratagème, qui est effectivement très utile, c'est qu'en vrai, l'infanterie tôt étant si fragile, en général, elle est morte au tir avant si elle est déjà juste devant toi. Donc c'est pas, enfin, les occasions de l'utiliser risquent d'être assez rares. C'est un outil intéressant, un PC, t'as moyen aussi de reculer des charges et au pire tu débarqueras toi à ton prochain tour. Franchement c'est quand même intéressant comme stratagème. Ensuite on va découvrir ensemble les optimisations, elles sont au nombre de 4 comme dans tous les index. On rappelle qu'il faut les payer en points, qu'on peut les mettre sur des personnages, vous pouvez en avoir un maximum de 3 sur les 4, une par personnage et que vous ne pouvez pas en mettre sur les personnages dits héros épiques puisque ce sont tout simplement des personnages nommés. Le premier, excessivement fort, ça va être le parangon du Coyon, il vaut 15 points et vous allez pouvoir l'appliquer sur une figurine Imperto. Attention, vous pouvez pas le mettre sur des croûtes. Par contre, tant que le porteur mène une unité, les règles de détachement Coyon pour cette unité prennent effet à partir du rang de 2 au lieu du 3e. Ouais. Bah celui-là il est auto-inclus, celui-là. C'est le meilleur. Tu le mets soit sur une unité de Krasis qui est derrière un mur et qui va bouger, on va le voir de 18 probablement avec un Cold Star pour les diriger. Et donc tu sors enfin quand c'est le tour 2 pour tout claquer, soit tout simplement en frappe en profondeur, arriver sur la table, déglingue. On en reparlera tout à l'heure quand on verra la létalité de certaines unités, mais intéressant. Ensuite, on va avoir la puce engrammatique de Pure Tide, petit nom en plus historique. Enfin, toutes les reliques sont soit justement des anciennes reliques, soit des prototypes. Et donc, des traits ouais, trop stylé. La puce engrammatique de Pure Tide, elle va valoir 25 points. On va l'utiliser sur une figurine tôt, mais qui n'est pas un mentor croûte. Une fois par tour, on va pouvoir utiliser un stratagème sur l'unité du porteur, même si vous l'avez déjà utilisé à cette phase. Ce qui est très intéressant, c'est que je trouve que c'est plutôt bien équilibré, puisqu'il va falloir le payer en points de co. Dit comme ça, il va falloir certes payer le stratagème. Maintenant, notamment sur le stratagème générique de tir en état d'alerte, être capable de le faire 2 fois pendant le tour, parce que celui-là c'est pas une fois par phase, c'est une fois par tour, c'est très fort. Peut-être aussi avoir les stratagèmes de l'index, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, évidemment, celui auquel on pense tous et qu'on aimerait faire, c'est avoir 2 unités de Krasis qui peuvent strike and fade toutes les deux. Mais bon, là, ça fait 4 PC par tour. Ça va être vite ingérable. Mais sinon, oui, effectivement, il y a des choses même plus simples. Tu peux avoir une relance de plus, mais est-ce que t'as vraiment envie d'aller mettre ça sur un personnage qui du coup n'aura pas autre chose dans une unité alors qu'on n'en a pas 15 000? Je sais pas. Ensuite, on va avoir la précision du chasseur patient. Il vaut 20 points, en gros, uniquement sur la personne qui va l'avoir, donc ça buffe pas son unité. Celui-ci va avoir plus un jet de touche, et à partir du moment où on est au 3e round de bataille, donc c'est bien précisé, on dure 3e round et pas Coyon, ça veut dire que malheureusement ça ne proc pas avec justement l'amélioration qu'on a vu juste avant. Il va aussi ajouter un jet de blessure. Celui-là, il est très fort. En fait, ce qu'on commence à voir arriver tout de suite, enfin naturellement, on l'utilisait même un peu comme ça en V9 aussi, c'est qu'il y aura un commandeur Krasis qui aura 4 fois les mêmes armes, rien pour se protéger, rien qui sera mis dans une unité de Krasis, qui aura ce trait-là. Donc lui, il arrive, il a 4 armes, elle touche toutes à +1, et plus tard dans la partie, elle blesse aussi à +1. C'est une machine de guerre. Donc très efficace petite unité de kill. D'accord. Ensuite, on va avoir la dévastation par l'harmonie. Lui aussi, il est historique. Il vaut 20 points. Figurine tôt seulement tant que cette figurine mène une unité. Alors, à chaque fois que cette unité devient observatrice, l'unité qui est guidée va aussi hériter de touche fatale. On rappelle, touche fatale sur un jet de touche critique. Vous allez blesser automatiquement la cible. Ce qui est trop rigolo, c'est que l'unité observateur, elles ont des putains de jumelles parce qu'elles sont capables de faire ignore le couvert, +1 pour toucher. Et les points faibles. C'est ça. Tirer sous les bras. C'est intéressant. C'est très intéressant et ça permet surtout donc de pallier à ce manque de flexibilité de l'armée. C'est-à-dire donc si tu as une armée qui est que contre l'infanterie d'élite avec que des forces 8 par exemple, et ben là si en face tu tombes contre des véhicules et que tu as pensé à acheter cette amélioration, et ben du coup tu as une unité spontanément qui va pouvoir avoir un peu plus de chances d'aller sortir des véhicules. Après, l'usage, c'est pas un combo, quoi. C'est vraiment une mise en place. C'est pas simple, c'est pas évident, mais ça fonctionne. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait le tour des stratagèmes. Il y en a pas un qui est acheté. Certes, parfois situationnels, mais ils sont tous bien. Et pareil pour les optimisations. Certes, il y en a 2 qui sont auto-includes, mais en tout cas, les 4 sont bien. Donc, en termes de rejouabilité, c'est très bien écrit. C'est vrai. On va maintenant rentrer dans les fiches
d'unités. On va commencer par vous présenter l'intégralité des drones. Deux choses à dire et c'est assez intéressant. Les drones, on les paye plus, tout comme dans cette 10e édition, on paye plus les options et donc ça c'est très positif. On va avoir envie d'y jouer, on va aller pousser des effectifs des drones à chaque fois qu'on joue une fixe, ça c'est très sympa. Maintenant, ils ne sont plus sur table, c'est-à-dire qu'en fait les drones c'est un petit peu comme un chérubin, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre comme des tokens pour justifier que cette unité exactement, mais vous n'êtes pas obligé en tout cas. Voilà. Heureusement entre guillemets, parce qu'évidemment moi j'adore mes drones, j'en ai plein, j'adore les peindre, c'est des super figues, mais heureusement dans le sens où déplacer 20 drones pour suivre tes Crasis c'était un peu fatigant. Là il n'y a plus besoin. D'accord. En tout cas, vous pouvez le faire si jamais c'est dans votre délire, ou alors vous pouvez ne plus le faire. En drone, on va commencer par le drone gardien. Il va donner -1 au jet de blessure à l'unité du porteur. C'est évidemment très très fort, par contre tout le monde ne peut pas l'avoir. En vrai, il n'y a que 2 unités, 3 qui peuvent l'avoir, c'est de l'infanterie. On le verra quand on sera sur les fiches techniques de l'infanterie-tôt, c'est pour les breachers. Les breachers sont très forts, ils ont accès à ce drone, -1 bless. C'est propre. Ensuite, on va avoir le drone armé. Le porteur est équipé de l'arme suivante. Donc intéressant, ça veut dire que les drones vont fonctionner aussi comme les véhicules qui vont avoir des postes de tir. Maintenant, en fait, c'est l'unité du drone qui est considérée comme ayant les armes. Là, tout simplement, ça va être 2 tirs à 20 pouces qui vont toucher à 5, de force 5, 100 PA, dégâts 1, mais qui vont avoir jumelé et assaut. Voilà. Alors, il y a un truc qu'on se dit tout de suite, mais c'est super intéressant. Je prends une unité de 6 Crasis, je lui mets de 12 drones de combat, et comme ça, même au fur et à mesure que mes Crasis elles meurent, j'ai au moins toujours plein de tirs qui restent. Non, comme c'est de l'équipement, maintenant, quand une Crasis meurt, ces 2 drones, ils meurent aussi. Yes, ça veut quand même dire que quasiment l'intégralité de ton armée a au moins une arme d'assaut pour systématiquement pouvoir courir et potentiellement faire un peu de dégâts. On va le voir d'ailleurs, comme tu le dis, l'assaut est très rare dans la liste, mais il y a des moyens de le récupérer. Ensuite, on va avoir le drone lance-missile. Lui, il va faire 2 tirs à 30 pouces, qui vont toucher comme d'hab à 5 puisque c'est tôt, force 7, PA -2, dégâts 2. C'est un drone qui est très rare de toute façon, qui va qu'avec les Riptides, si je ne me trompe pas. Yes, ensuite on va avoir le drone bouclier qui permet d'ajouter 1 au nombre de points de vie du porteur. Ouais, alors ça c'est gratuit, je vous rappelle. En gros, il y en aura partout. Donc les Crasis, elles n'ont pas 4 points de vie, elles en ont 6. Partez de ce principe-là, les broadside pareil, c'est pas 8, c'est 10 points de vie. Tout le monde va se payer, c'est 2 drones boucliers partout. Et il nous reste à voir le drone de marquage. L'unité du porteur gagne le mot-clé désignateur laser. C'est à partir du moment où elle sera observatrice, l'unité guidée ignorera les couverts. Et elle va aussi pouvoir devenir observatrice si elle a fait un mouvement de type avance, puisqu'on rappelle, quand on avance, on ne peut pas devenir observateur. Exactement. Et celui-là, il est extrêmement utile, on va le voir un peu partout. Il y aura toujours au moins un drone de marquage par unité, plus ou moins, surtout celle qu'on veut utiliser pour le marquage, parce qu'on l'a vu, cette flexibilité est évidemment très importante. Ensuite, à tout seigneur ou à toute princesse, à tout honneur, on va commencer par la commandante Shadowsun. Elle vaut 140 points. Ouïouïouï. Déjà, elle va avoir un filtrateur, elle peut donc être déployée à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie et à plus de 9 pouces de la zone de déploiement adverse. Elle va avoir aussi discrétion, ça fait qu'elle a tout le temps -1 pour être touchée. Donc on est dans le tanking, elle va aussi avoir un drone de gardien avancé qui fait qu'elle va avoir -1 pour être blessée et ça ne suffisait pas, elle va être agent solitaire, on ne peut donc la prendre pour cible que si on a moins de 12 pouces d'aile. Donc dans le monde où on arrive à être à moins de 12 pouces d'aile, elle a -1 pour être touchée et -1 pour être blessée, maman. C'est ça. Et on peut du coup rentrer dans le vif du sujet. Le taux aujourd'hui est un des index qui a le plus accès aux agents solitaires. Et on va le voir au fur et à mesure de la découverte de cet index. En fait, il y a des listes entières à construire qui sont basées sur ça. Et on va pouvoir avoir des backlanes de son côté de son camp sur la table qui sont inciblables pour l'adversaire. Et donc faire de l'anti-jeu, sans l'aspect négatif évidemment, pour pouvoir se protéger et ne s'intéresser qu'au centre de la table et là où ont lieu les confrontations. Ce qui est très important parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de tirs hors ligne de vue. Il y a beaucoup d'unités extrêmement puissantes à l'heure actuelle dans la V10 et du coup le taux il va pouvoir vraiment sécuriser ses objectifs, sécuriser ses secondaires via un grand nombre d'unités opérateurs solitaires. Après il y a au moins 3 index aujourd'hui qui proposent aussi au moment d'arriver des frappes en profondeur d'être placés à 3 pouces de l'ennemi, il y a donc des contres. Par contre elle aura quand même -1 pour être touchée tout le temps et -1 pour blesser, donc c'est quand même très cool. Ensuite elle va avoir un deuxième drone, bon en gros deuxième aptitude puisque les drones avec elle on le mettra sur token. Ça va être drone de commandement. En gros tant qu'une unité Empire taux est à 6 pouces ou moins d'elle et qu'il est la cible d'un stratagème, elle va jeter un des 6 et sur un 5 elle va gagner un PC. Alors 3 choses à dire par rapport à ça. 1, elle est agent solitaire, donc ça veut dire qu'on le jouera pas tant que ça si seule, finalement elle sera au moins à 6 pouces d'unité amie, puisqu'elle va avoir d'autres buffs aussi. Ensuite, je rappelle que là, même si on utilise un stratagème à 2 PC, elle, sur un 5+, elle n'en regagnera qu'un. Par contre, là où c'est très fort, c'est que de toute façon, on ne peut regagner que 1 PC par round de bataille. La question, est-ce que quand tu l'as elle, tu joues un éthéré? C'est une question évidemment qui se pose. L'éthéré est quand même plus facile dans le gain de PC parce que lui il s'en fout, il le fait quoi qu'il arrive. Elle, il faut des circonstances, mais en tout cas l'aptitude est très forte. Yes. Autre aptitude, elle va avoir combattante agile, elle va pouvoir tirer à un tour où elle a battu en retraite et aussi
c'est pour ça qu'elle va être très très forte. Héroïne de l'Empire. En gros, tant qu'une unité Empire-Tau, quelle qu'elle soit, donc à 6 pouces ou moins d'elle, fait un tir, elle va pouvoir relancer les jets de touche de 1. Et là, voilà, là on est dans le cœur du sujet, c'est pour ça qu'elle est auto-inclue et qu'elle sera dans toutes les armées pour l'instant. C'est-à-dire que agent solitaire plus une aura de relance, donc on peut pas la cibler, elle va se balader partout, près des crises, près des ghost kills, on va voir, et donner évidemment son aura, vu qu'on l'a vu, le taux facilement il va pouvoir toucher à 3+, grâce au marquage, voilà, 3+, relance des 1, ça commence à être pas mal. Ouais, mais moi j'y crois pas trop, c'est vrai, puisque Game Workshop a dit que la V10 c'était la version la moins létale et sans relance. Ouais. Ensuite, au niveau de ses armes de tir, pas grand chose à dire, elle touche à 2 avec tout, sauf avec son pistolet à impulsion, qui va toucher à 3. Elle va faire quelques tirs, mais surtout un tir de force 10, PA-4, dégâts D6. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien, mais c'est pas pour ça qu'on la prend. De toute façon, on la prend pour l'aura, on la prend pour agent solitaire, on la prend pour plein d'autres choses, pas pour lui faire tirer. Ensuite, on va découvrir le magnifique commandeur Farsight. Lui, il va avoir frappe en profondeur. Il ne peut mener qu'une unité de Crisis. Par contre, cette unité, à chaque fois qu'elle va faire des attaques à moins de 9 pouces, ça veut dire qu'au corps à corps, va pas falloir faire les malins, ou pas, il va avoir +1 pour blesser. Ensuite, lui, il va être offensive, agressive, puisque lui, pour le coup, quand il est au corps à corps, il peut relancer une fois par bataille tous les jets de touche et tous les jets de blessure. Ok. Derrière, il va être équipé de fusil à plasma froid à haute densité qui fait qu'il va faire 2 tirs de force 8, PA-3, dégâts 3. Et après, au corps à corps, il a la lame de l'aube qui tape un petit peu. Voilà. Et écoute, c'est une nouvelle fille qui est très belle. Ils lui ont pas donné un profil extraordinaire parce que de toute façon, je pense qu'ils attendent le codex pour qu'il y ait son détachement à lui, parce que lui, sa spécialité, c'est le monde K. Là, on a que le couillon. Il est intéressant, il est pas indispensable. Alors c'est sûr, il combote très bien avec le stratagème qui permettait d'avoir plus de PA quand on était à moins de 9 pas. Là pareil, on blesse à +1 à moins de 9 pas. Faut un peu trop aligner les planètes, c'est pas indispensable. Question pour toi, est-ce que tu vas avoir plusieurs commandeurs et plusieurs packs de crisis menés par des commandeurs? Parce qu'à la limite, tu pourrais très bien avoir 2 commandeurs pour 2 packs de crisis et quand même avoir Shadowsun qui, ne rappelle, n'est pas meneuse. Est-ce que tu penses qu'il y a un monde dans lequel lui peut être intéressant pour aller justement dans un pack de crisis qui sera très agressif pour systématiquement relancer les 1 pour blesser et qui sera justement ta cible de ton stratagème? C'est une très bonne question et je pense que si tu t'arrêtes là de l'index, la réponse est oui, et une fois qu'on aura vu les autres commandeurs, la réponse sera non. On enchaîne ensuite avec le commandant en exo-armure Crisis. Lui, il vaut 110 points, il peut rejoindre uniquement une escouade de Crisis. Derrière, il va avoir jusqu'à 4 options. Parmi ces options, il peut avoir un système d'appui qui vont lui donner tout simplement, qui n'aura jamais de malus à ses jets de touche, un générateur de bouclier qui vont lui donner une sauvegarde invulnérable à 4, et un système d'appui exo-armure qui va lui permettre de tirer à un tour où il a battu en retraite. Lui, de base, il va tout simplement avoir le buff commandant en Crisis qui fait que les unités qu'il mène relance les jets de touche de 1. Ensuite, il va être équipable donc de plein de choses jusqu'à 4 armes, sauf si on a choisi d'avoir les bonus juste avant, sauf la relance d'1 parce qu'elle est native. C'est la première fois qu'on redécouvre l'arsenal Tau. Le fusil à plasma de froid à 24 pouces, il fait 1 tir de force 8, PA-3, dégâts 3. La nacelle de missile, elle va faire 2 tirs de force 7, PA-1, dégâts 2. L'éclateur à fusion, il va faire un seul tir de force 9, PA-4, dégâts D6, mais fusion 2. Donc à moins de 6 pouces, il fera D6 plus 2. On a aussi le cyclo-éclateur à ion qui va faire 3 tirs de force 8, PA-2, dégâts 2 en version surchauffée, donc arme à risque. On va donc jeter après un dé pour chaque figurine, et si jamais on fait 1, on retire la figurine, sauf si c'est un personnage comme lui, auquel cas il ne prendra que 3 blessures mortelles. Ensuite, on va avoir le canon induction qui va faire 4 tirs de force 5, 100 PA, dégâts 1. Et enfin, le lanceur de charge à dispersion qui était justement l'arme sans ligne de vue, qui gardait ses lignes de vue, sauf qu'elle a déflagration. Sauf que là, elle est nulle même. Là, elle va avoir déflagration. On rappelle que donc à chaque fois que vous allez prendre pour cible une unité qui contient au moins 5 figurines, et ce par tranche de 5 figurines, vous allez ajouter un tir dès la première. Là, ça fera D6 de force 3, 100 PA, dégâts 1. On sent beaucoup de garde-fous de Game Workshop sur ce fameux tir indirect. Ouais, mais en tout cas, tout le monde l'a pas eu, le garde-fou. Hein. C'est vrai. Mais celui-là, oui. Yes. En tout cas, ce qui est trop cool, c'est qu'on voit beaucoup de PA quand même sur des gros tirs. Petite précision sur les armes à risque. Ici, en l'occurrence, sur les crisis, comme vous êtes des véhicules, vous prendrez 3 mortels. Vous serez jamais retiré comme perte. Qu'est-ce que t'en penses alors de ce petit mec? Comment t'as envie de l'équiper, même de le jouer? Moi, je le trouve vraiment très intéressant parce que on a compris avec Shadowsun que du coup, il y avait un bloc de relance des 1 quelque part sur la table. Lui, il permet d'avoir une autre unité de crisis qui bénéficie également de cette relance des 1. Donc, c'est à ce commandeur-là qu'on va donner précision du chasseur. On l'a vu avant, l'amélioration qui permet de toucher à +1 et de blesser à +1 à partir du tour 3. Il va s'être dans une petite unité de crisis, ou une grosse, hein, et lui-même, en fait, on va lui mettre que des armes. Aucun système de soutien, rien, on s'en fout, que des armes. 4 cyclos ou 4 plasmas, quelque chose de bien bourrin. Du coup, il arrive, il touchera +1 avec un marquage, +1 avec son trait, il a déjà 3+ de base, il touchera bien. Et peut-être ensuite, s'il était 3, il blessera aussi à +1. Normalement, ce sera un peu comme dans les anciennes versions, le commandeur de bourrinage. On l'aime beaucoup. On vient de découvrir, on va dire, le premier châssis intéressant, on va dire générique, qui ne serait pas un personnage nommé. On découvre donc que les crisis sont passées véhicules, mais qu'elles ont le mot-clé vol.
aujourd'hui, alors c'est très bien parce que le fait déjà qu'elles soient pas infanterie, elles vont être immunisées à tout ce qui est infanterie de plus, des blessures dévastatrices. Bon, c'est-à-dire qu'elles vont le manger quand même pour les chasseurs de véhicules. Voilà. Comme c'est des mortels, en plus dans l'unité, elles risquent de les passer aux copains. Et en plus de ça, on se rappelle que le mot-clé vol se joue différemment puisque maintenant en fait ça nous permet de mesurer alors ce que Game Workshop appelle la voile d'oiseau, mais on traverse plus les murs, donc finalement il va falloir faire touk et touk. Qu'est-ce que tu penses justement de ce mot-clé véhicule et aussi du mot-clé vol pour les crises? Typiquement, en tout cas, celui-là bouge de 10 quand même. Oui, alors, le truc le plus difficile, c'est évidemment de plus pouvoir traverser les murs, parce qu'avant, on mettait des crises derrière un mur, on sortait, on tirait, et on revenait avec le strike and fade. Ça, évidemment, c'est plus possible, ou alors, c'est possible si on a la mesure pour passer au-dessus, en dessous, etc. Donc forcément, ça nous enlève un peu de flexibilité, sauf on va le voir, il y a des crises qui peuvent bouger très très loin. Après, le mot-clé véhicule, lui, il est vraiment intéressant pour d'autres raisons. C'est évidemment de pouvoir tirer au corps à corps, hors d'un corps à corps, etc. Et ça fait que les crises vont très rarement se trouver bloqués dans un corps à corps. Même un corps à corps qui les intéresse pas, avec des petites unités d'écrantage qui servent à rien, et elles disent tant pis, je vais tirer là-bas. En plus, on pourra les guider quand même. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des profils d'armes, alors c'est intéressant, c'est vachement dans la veine de la version d'avant. Il y a soit pas de PA, soit beaucoup de PA, il n'y a pas vraiment entre les deux. Et ce qu'on découvre, en tout cas les armes qui se démarquent le plus, c'est évidemment le plasma, qui a perdu un peu en portée, mais qui est quand même à 24 pas, c'est très bien. Force 8, moins 3, 3. Un tir, mais bon, on peut en mettre jusqu'à 3 sur une unité de crisis, 4 sur un commandeur. Ça, c'est vraiment cool, on l'apprécie. Après, il y a le cyclo éclateur à ion, qui est toujours aussi puissant qu'avant, avec le même profil qu'avant, donc 8, moins 2, 2, comme tu le dis en surchauffe, ou 7, moins 1, 1. Arrête. Le problème, et 3 tirs, donc c'est très bien. Le problème, c'est la surchauffe. La surchauffe, c'est devenu plus chaud qu'avant. Parce qu'avant, c'était sur des 1. Donc, tu pouvais les relancer. Là, juste, tu prends tes dés, 1 par arme. Donc, ta Krasis, qu'on a 4, là, elle est contente, là, elle lance 4 dés. Et 3 mortels à chaque 1. Ça fait vite très mal. Je pense que tu auras de la chance. Fais-moi confiance, test. Je vais essayer, ça c'est sûr, parce qu'au moins, c'est rigolo. Mais bon, ouais, je pense qu'on va plus voir de plasma que de cyclo, quoi. De toute façon, on s'en fout, on sait pas à quoi ça ressemble un plasma ou un cyclo. Tu dirais que la figure est équipée de ce que tu veux. Voilà, tout change à chaque phase de tir. Bien sûr. On va ensuite enchaîner avec le commandeur, mais cette fois-ci en exo-armure Enforcer. Lui, il vaut 135 points. Pareil, il ne peut être meneur que dans une unité d'exo-armure Crisis. Il va avoir frappe en profondeur. Lui, il va donner moins 1 à la pénétration d'armure de l'unité qu'il mène. C'est pas mal, mais c'est moins bien que les deux autres, même si on n'a pas encore vu le Colstar. Et du coup, même si j'avais 3 unités de Crisis dans une liste, je pense que je préférais avoir 2 commandeurs Crisis et un Colstar, ou 2 Colstar, un Crisis. De toute façon, la bonne façon de penser quand t'es tôt, c'est que si l'autre est mort, il te fait moins mal. Voilà, donc pas besoin de tanker soi-même. Exactement. Il nous reste à voir le commandeur Colstar. Lui, il vaut 125 points. Il bouge de 12. Il va avoir comme particularité par rapport aux autres d'être un commandant Colstar. Ça fait que l'unité qu'il rejoint va avoir un mouvement de 12 et toutes les armes de l'unité vont gagner le mot-clé assaut. Le mot-clé assaut, c'est que vous pouvez avancer et quand même tirer normalement. Et pourquoi c'est très bien là? C'est parce que, on l'a pas vu, mais sur le datasheet Crisis, les Crisis, quand elles advance, c'est 6. Donc voilà, une unité de Crisis avec un Colstar, elle bouge de 18. Ok, ça bouge super vite. Là, pour le coup, c'est un gameplay qui est ultra nerveux. Oui. Tu bouges plus vite que l'Eldar avec l'Arlequin, finalement. Alors, là, c'est le strike and fade. En fait, ton unité de Crisis, l'idée par le Colstar, elle va bouger de 18, tirer, et aller se cacher de 12, tous les tours. C'est comme ça. Yes. Alors, honnêtement, ça semble très fort, bien évidemment. Maintenant, on rappelle, ils sont véhicules et ils ont le mot-clé vol. Donc, se cacher, ça veut dire contourner les murs. Faire ce qu'ils peuvent. Voilà, Okay. c'est ça. Et on rappelle aussi, bien évidemment, qu'en contre-mesure, quand on n'est pas un joueur tôt, on a tout simplement le stratagème générique qui nous permet d'arriver à la fin de la phase de mouvement adverse et donc potentiellement chasser cette unité ou en tout cas quand elle va se redéplacer. Par contre, elle va avoir le droit de tirer. Donc, c'est plutôt l'unité tôt qui va devoir faire attention pour, en tout cas, s'ouvrir des couloirs de tir en se disant, là, il y a un trou, il peut y aller. Quand moi, je vais bouger de 18, je vais choisir ma cible, mais je vais aussi penser que il faut que je puisse voir là-bas. Et voir là-bas, ça veut dire pas forcément avoir d'unités qui vont être observatrices de ce point, et ainsi de suite. Je trouve ça très fort, mais finalement équilibré dans cette 10e édition. Et donc c'est sur probablement ce commandeur et son unité qu'on va donner l'amélioration qui leur permet d'avancer d'un tour sur l'aptitude de Coyon, et donc d'avoir les touches soutenues plus tôt. Ensuite, on va avoir le sabre de feu. Lui, il vaut 50 points. Il va pouvoir mener soit une unité de breacher, soit une unité en français d'attaque qui sont en fait les strike teams. Exactement. Et quand elles sont menées, ce petit monsieur va leur donner tout simplement plus 1 à la caractéristique d'attaque de leurs armes de tir. Et aussi quand lui il fait une blessure critique, alors c'est directement PA moins 3. Mais ça c'est anecdotique. Ouais, ça c'est pas important. L'autre capacité est effectivement très forte. Alors les strikes, les attaques là, ils sont pas incroyables. Les breachers sont superbes avec plus un tir
Ils sont magnifiques. Le problème, c'est que 50 points d'attaque, on va le voir, les Breachers, ils sont pas donnés. Pour mettre dans un Devilfish, c'est encore moins donné. Donc, on le veut, évidemment, on le veut, mais ça coûte cher. Ensuite, on va passer du côté des croûtes. On va trouver le Mentor Croûte. Lui, il vaut 50 points. Il va avoir comme aptitude éclaireur 7 pouces, discrétion, moins 1 pour être touché, et meneur. Et bien évidemment, il peut rejoindre les carnivores croûte. Lui, quand il mène une unité, il va donner un insensible à douleur à 6, et si son unité a tué au corps à corps une unité ennemie, alors jusqu'à la fin de la partie, ils ont un insensible à douleur à 4. C'est cool, dommage que ça n'arrivera jamais. Yes. Moi, ce que je trouve très dommage, c'est que lui, on l'avait vanté, c'était le mec qui se baladait avec la coufle. Attends, Il y a même un mec sur le Discord qui porteur s'appelle du gland. le porteur du gland. c'est fini. Et c'est terminé. Quel malheur. Je regrette la V9. Viens, Ouais. on reste en V9 juste pour la coufle. J'espère que dans le codex V10, ils vont remettre le gland, en tout cas. Plus sérieusement, qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que les croûtes, c'est pas juste des repoussoirs? Est-ce que t'as envie, en tout cas, de miser sur une figurine à 50 points pour leur donner un insensible à 6, voire à 4? Écoute, c'est tout le problème des croûtes dans leur ensemble, dans cet index pour l'instant, c'est qu'ils sont vraiment pas très forts. Et donc, comme tu le dis, leur seule fonction, pour l'instant en tout cas j'ai l'impression, c'est de repoussoir. Et à ce moment-là, autant de prendre les chiens. On n'a pas besoin d'avoir les grandes unités, vu que de toute façon il n'y a plus de super OP, il n'y a plus de troupes. Les carnivores... On l'enchaîne ensuite avec l'éthéré. Lui, il vaut 50 points. Il peut rejoindre une unité d'attaque ou de breacher. Il va leur donner un insensible à douleur à 5, et surtout, à votre phase de commandement, on va jeter un dé sur un 4+, on gagnera un petit PC. On peut aussi lui donner un drone glisseur qui fait qu'il aura mouvement 10 et le vol. Qu'est-ce que tu penses de l'éthéré? En fait, moi je suis surpris qu'à partir du moment où on peut lui donner un mouvement de 10, pourquoi il peut pas rejoindre les unités de Crisis? Parce que là, des unités de Crisis avec un Feel No Pain à 5+, ce serait très fort. Mais c'est pas possible, et du coup, dans les unités de Breacher ou d'attaque, on a évidemment plus envie d'avoir un cadre en Fireblade pour tirer plus. Lui, là, à part la régène de CP, il offre pas grand-chose, et il est même pas agent solitaire, donc il a même pas sa petite fonction de tenir les lignes arrière. Là, il va juste mourir, un peu dommage. Ensuite, on va découvrir Onva, le petit éthéré nommé. Il vaut 65 points. Il est agent solitaire. On peut donc pas lui tirer dessus si on a plus de 12 pouces de lui. Tout le temps, il a moins 1 pour être touché et moins 1 pour être blessé, c'est-à-dire au tir et au corps à corps. Si jamais vous arrivez à être à moins de 12 pouces de lui et que vous arrivez à le toucher et à le blesser, il va être dire, ah ouais, bah tu sais quoi? Bouclier de dualité, une fois par bataille, pendant toute une phase, il va avoir une invulnérable à 2. Ok. Et aussi, loyauté suprême, les unités Empirto à 6 pouces ou moins de lui ont plus 1 à leur test de commandement et d'ébranlement. Alors, Onva, moi j'adore, parce que c'est le truc le plus chiant. C'est le truc le plus chiant du codex. À peindre, en tant que modéliste, oui, c'est de la vieille résine de merde, mais aussi pour ton adversaire. Parce que comme il est agent solitaire, tu vas pouvoir le jouer tout seul, ça va être lui ta première ligne en fait. Tu vas le mettre tout devant, il va aller capturer des objectifs, il va aller faire le malin. Il bouge comme ça? Non, il bouge comme ça, hop, sur son skate là. Et en fait, quand ton adversaire va dire mais j'en ai marre de lui, ou je vais me servir de lui comme tremplin pour faire une belle charge avec mon gros pâté de Terminator, tu le charges, et ben tu déclenches ton invulnérable à 2+, tu le blesses à -1, tu le touches à -1, pour un total de 9 points de vie, ben voilà. Onva, il t'a niqué ton unité pendant un tour entier. Yes, surtout qu'il va en falloir des 1, puisque déjà -1 pour être touché, -1 pour être blessé, et c'est l'unité qui est une invulnérable à 2. Or, il y a quand même 9 points de vie. Hein. C'est ça. En gros, c'est parfait pour juste aller bloquer un truc pendant un tour entier. Ouais, tu sais ce qu'il va faire? Blessure dévastatrice, et tu vas ranger ta résine. Ça, c'est sûr. Ensuite, on va découvrir Onshi. Onshi, il vaut 5 points de moins. Il est donc à 60. Elle, On pas sait de pas. problème avec la police, c'est un poisson. Elle va pouvoir rejoindre des breachers, des carnivores croûtes ou des fire warriors, donc des unités attaque. Et elle va leur permettre d'augmenter à partir du moment où elle les mène leur contrôle d'objectif de 1. Ça veut juste dire que les fire warriors et les breachers, pour leur faible coût en points avec elles, sont OC3. T'en as 2 qui survivent, tu voles l'objectif à 5 Space Marine. Oui. Bon, ils survivront pas. Après, voilà, c'est un combo que tu ne fais qu'une fois dans la partie. Ça, c'est sûr. C'est voilà, mais le fait d'être voilà, c'est pourquoi pas. Et après, guerre martiale, quand elle est au corps à corps, sa petite arme peut être précision. Donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est que vous avez un éthéré qui donne OC+1 à toutes les figurines de l'unité et qui est quand même capable de balancer 6 patates de force 5 PA -1 dégâts 2 et avec plein de choses, tous soutenus, blessure dévastatrice ou précision. En fait, c'est marrant, c'est Rafiki le bordel. C'est Rafiki. Tiens, on va l'appeler comme ça. C'est vrai? Faut lui mettre une coufle. Globalement, pour 60 points, c'est est-ce que vous avez envie de mieux contrôler la table? À la limite, on se posera tous ensemble la question quand on s'attaquera aux breachers ou aux escouades de Firewire. En fait, je suis d'accord avec toi que c'est très intéressant la capacité qu'ils donnent de contrôle d'objectifs. Le problème, c'est, on va le voir juste après, les breachers, par exemple, leur spécialité, c'est d'aller tuer des unités sur des objectifs. Du coup, est-ce que t'as juste envie de débarquer et dire ah on le tient parce qu'on est plus au C, ou est-ce que juste tu veux déblayer les gens et dire ben on le tient parce qu'il n'y a plus personne?
à choisir. Faut choisir. Ensuite, on va découvrir ensemble Dark Strider. Lui, il vaut 75 points. Il va avoir infiltrateur, éclaireur 7 pouces. Ça tombe bien puisqu'il peut mener que les cibleurs qui partagent donc cette règle-là. Il va leur donner +1 pour blesser et il va aussi empêcher l'arrivée des renforts à moins de 12 pouces de lui. Attention, c'est de lui en tant que figurine et pas de son unité. En fait, il serait très très fort s'il était agent solitaire, parce que du coup, ça nous ferait un point de la carte où on peut vraiment empêcher les frappes en profondeur. C'est pas le cas, et du coup, le problème, on va le voir après, les cibleurs, c'est pas incroyable non plus. Donc, et en plus, il est cher. On n'a pas forcément super envie de le jouer, malgré le fait qu'il soit très utile. Et en plus, les cibleurs, ils ont quand même des fusils rails qui sont force 10, blessés à +1. C'est que tout est cool en soi. Mais j'ai l'impression que c'est pas une priorité dans l'index à l'heure actuelle. Ensuite, on va découvrir Long Strike. Lui, il vaut 170 points. On rappelle qu'il a la tête d'un petit Hammerhead, c'est pour ça qu'il coûte aussi cher. Il va donc bouger de 10, avoir une endurance de 10, une sauvegarde à 3, 14 points de vie et être OC 3. En plus de ça, il va avoir la panoplie de ciblage qui dit qu'il va pouvoir relancer un jet de touche ou un jet de blessure, c'est l'un ou l'autre maintenant. Et aussi l'exo-armure du pilote qui fait qu'il va pouvoir choisir un autre Hammerhead à 12 pouces ou moins de lui et lui donner la petite touche fatale, donc un jet de touche critique blesse automatiquement la cible. Ensuite, il va avoir plein d'armes. De base, il est quand même livré avec 2 missiles Seeker. Alors certes, qui touche à 4, mais ça reste quand même des missiles Seeker. Force 14, PA-3, dégâts D6 +1. Il va pouvoir avoir comme arme soit un canon à ion, soit un canon rail. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces armes? On va avoir le canon rail qui va avoir blessure dévastatrice et lourd. C'est quand il bouge pas, il a +1 pour toucher. En l'occurrence, il va toucher à 3. On rappelle qu'il y a +1 sur les véhicules des monstres. Donc en fait, il touchera à 1. C'est vrai que même si tu mets des malus, papa, il s'en fout. Oui. Derrière, il va être force 20, PA-5, dégâts D6 +6. Ou alors le canon à ion où on va pouvoir choisir. En gros, au mieux, mais on est à risque, puis on fera une blessure mortelle, D6 +3 tirs de force 8, PA-2, dégâts flat 3. Alors, les armes, j'avoue, je suis un peu déçu par le canon à ion. On va le voir, c'est un peu le même problème pour la Riptide après. Ben, la force n'est pas assez élevée, en fait. Je sais pas pourquoi a été décidé que les armes à ion ne faisaient pas plus que 8. C'est pas assez. Ça, c'est bien pour l'infanterie. Ça fonctionne pas contre les véhicules. C'est un peu dommage. C'est vrai que pour les véhicules, la force 20 à côté... Ah voilà, parce que donc voilà. Le Raygun, par contre... Alors, c'est un bémol. Les joueurs tôt sont pas contents, les autres joueurs trouvent ça toujours fort. Moi, je suis un peu mitigé. En fait, je suis à 50%. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que le Raygun ne pénètre plus les sauvegardes invulnérables. Et du coup, bah, comme il y a de la 4+, quand même un peu partout, surtout sur les choses que tu as vraiment envie de tuer, genre un Ika ou autre qui a donc des sauvegardes à 4+, bah là, tu as quand même souvent 50% de chance que ton seul tir, ne fasse rien. C'est ce qui rend le canon un peu compliqué. Après, il y a aussi quelque chose de bizarre dans ce datasheet. Pourquoi donner à un autre Hammerhead la capacité d'avoir des touches létales, sachant que sur ton jet pour blesser, que tu as envie de faire un 6 pour avoir les blessures dévastatrices? Je comprends pas. Un peu déçu, mais en même temps, il fonctionne. Donc c'est entre les deux. Ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. Une liste optimisée pour détruire des véhicules. Bah là, tu vas mettre des Raygun dans tous les sens parce qu'effectivement, ça tabasse et il faut les cumuler pour passer outre les sauvegardes invulnérables. Mais voilà, tu le mets pas juste automatiquement parce que c'est fort, ce sera vraiment dans une optique. Ce qui est rigolo, en tout cas, c'est en fait d'avoir le point de vue du joueur tôt qui peut-être, en tout cas, est resté en V9. En tout cas, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on retrouve. Ouais. Aujourd'hui, dans cette 10e édition, même si on n'a pas de corps à corps dans son armée, avoir une figurine à 170 points qui dispose de ça, mais de 2 missiles Seeker, parce qu'on rappelle que toutes les options sont intégrées dedans. Je trouve que c'est quand même assez bien. Oui, donc je trouve bien. Et puis le châssis lui-même du Hammerhead est bien aussi. Donc c'est une bonne unité. Est-ce qu'elle est pas un peu en dessous du reste comme les Crisis et les Ghost Kill, on verra. Moi je l'aime bien. C'est juste qu'il est pas instant buy. Juste pour terminer sur lui, il est quand même assez intéressant parce qu'en fait, il n'a pas besoin d'être guidé. Comme il touche très bien, lui c'est un observateur et donc nature peinture sans aucun buff, il peut quand même te sécher 2 rhinos par tour. C'est ça. Donc pourquoi pas. Ensuite, on va découvrir les Strike Team, ici en français appelés équipe d'attaque. Ouais. Bon, merci les traducteurs. Ouais. Toi, t'as jamais vu un Warhammer. Toi, t'as jamais vu une fille en place. Équipe d'attaque. C'est pas une incitation à la haine. Et avec les taux, c'est toujours tendancieux. Faut faire gaffe. Là, on peut les jouer que par 10. On est à 100 points. On est donc à 10 points par petit corps. Un petit corps qui bouge de 6 avec une endurance de 3, une sauvegarde à 4, un point de vie, commandement de 7 et au C2, puisque c'est une ligne. Un tout petit corps quand même. Oui, mais il est au C2. Donc il est petit, mais il s'étale bien. Il va pouvoir avoir soit des fusils à impulsion, soit des carabines à impulsion, c'est-à-dire que soit 20 pouces faire 2 tirs de force 5 sans PA dégâts 1, soit à 30 pouces tir rapide, donc à 15 pouces 2 tirs de force 5 sans PA dégâts 1. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis un peu déçu, ils sont vraiment en dessous des Breachers qu'on va voir et juste pas intéressants en fait. Cette portée de tir n'a pas vraiment de valeur vu la faible force, puisque tout le monde a augmenté en endurance, et la faible PA.
C'est dur de leur trouver un usage, honnêtement. Moi, l'infanterie, il y a les breachers, donc pourquoi prendre cela? Ouais, par contre, je vais insister, c'est breacher. Ok. D'accord ? Jamais. Donc on quitte l'unité d'attaque et on passe côté breacher. Là les breachers ils sont jouables pareil à 10 nature peinture, 115 points. Ils ont exactement le même petit corps. Par contre eux ils vont avoir comme aptitude le percé nettoyé qui fait que quand ils ciblent l'unité qui est à portée d'un pion objectif, ils relancent nativement léger pour blesser. Et de base ils vont avoir des lasers à impulsion qui vont être assaut. Donc on rappelle que eux bougent de 6 et qu'ils peuvent avancer quand ils avancent. Donc ça sera donc D6 plus 6 et 10 pouces de portée pour 2 tirs de force 6 per -1 dégâts 1. Qui nativement touche à 3+. Ouais, les taux ont compris. En fait, comme ils savent pas viser, bah tu prends un fusil à pompe et là t'es sûr que ça touche. C'est fluff. Exactement, c'est fluff. Alors tu sais pas pourquoi du guidage laser permet au fusil à pompe de toucher mieux. L'idée c'est de les jouer dans un Devilfish qui va pouvoir bouger, débarquer ses breachers, cibler la cible des breachers, observer la cible des breachers qui eux vont tirer dessus, donc à 2+, grâce à ce beau niveau touche. Grâce au cadre Fireblade dans l'unité, avoir 3 tirs par mec, donc 30 tirs, avec ses très belles stats, 7 relances de bless si c'est sur un objectif, et normalement tout déblayer, sortir de l'unité qui est sur un objectif. Comme alors ça marche mais seulement avec les breachers. Oui. Tu veux dire qu'il fallait pas dire breacher? Oui. Ouais, ok. En plus, c'est l'unité qui peut avoir le drone qui en a -1 bless pour eux. Bon, normalement, ils meurent de tout, mais ça aide, ça permet de tenir plus longtemps. Dans l'ensemble, le combo est très fort, l'unité est extrêmement forte. Le seul défaut, c'est que le combo total Devilfish cadre breacher, c'est 255 points. C'est un peu cher. Par contre, seul 115 points, c'est cool. C'est juste qu'il faut réussir à les amener là où tu veux les amener. Je rappelle qu'ils sont lignes, donc vous pouvez les jouer jusqu'à 6. Est-ce que toi, il y a des mondes dans lesquels systématiquement, tu en vas jouer 3, t'es à 345 points, et tu les mets tous en renfort stratégique? Et alors là, mon gars, à 16 pouces des bords de table, tout le monde se chie dessus. Ben, absolument, surtout si tu les accompagnes en plus avec des cadres Fireblade, tu peux vraiment comboter le truc. Le seul problème, c'est qu'en sortant de réserve, en général, toi-même, tu seras pas sur l'objectif. Par contre, tu pourras déglinguer une unité qui est dessus. Moi, je trouve effectivement très très bien. Le seul problème, c'est ce que tu dis, c'est que voilà, si tu veux faire le combo comblé avec le Devilfish, ça commence à être cher. Donc en réserve, c'est vachement plus intéressant. Je rappelle par rapport à ce petit combo qu'il relance nativement les blessures à partir du moment où l'unité qui est ciblée est sur un objectif. C'est-à-dire que les mecs vont littéralement être quasiment en 2+, contre toute l'infanterie du jeu. PA -1. Propre. On enchaîne ensuite avec les carnivores croûtes. C'est les croûtes de base, ils sont jouables à 10 à 75 points, à 20 à 150 points. Et là malheureusement ils sont pas lignes, ils sont que OC1, ces petits mecs qui bougent de 7, ils ont un mouvement de réparti de 7 pouces et ils ont une règle de discrétion qui leur donne tout le temps -1 pour être touché au tir. Ils ont une petite règle qui dit qu'ils vont avoir un insensible à la douleur à 5 si jamais ils ont tué une unité à la phase de combat. Derrière, c'est un tir à 24 pouces qui va toucher à 4 de force 4 sans PA dégâts 1 et au corps à corps, c'est 2 attaques qui vont toucher à 3 de force 4 sans PA dégâts 1. Écoute, c'est pas cher, mais c'est moins bon que tout ce qui fait du contrôle map dans Warhammer 40 000. C'est ça. Parce que c'est océan. En fait, à cause de cet océan, ils ont pas de rôle. À part faire des cordons, mais les chiens le font très bien, le cordon. Mieux. Un peu compliqué. C'est vraiment dur de les justifier. On est un peu déçus qu'ils aient pas un peu plus de saveur. Bon, après, c'était pas non plus les stars des versions d'avant, mais bon. ils avaient le clan, quoi. Là, triste. Moi, ça me fait chier parce que j'en ai 120 et je crois que je vais pas en jouer beaucoup pour l'instant. C'est parce que t'es un modéliste. Ouais. D'accord. Ensuite, on va enchaîner avec le cavalier Croutox. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est la malléabilité de l'unité, puisqu'on peut les jouer par 1, 2 ou 3. Donc, si vous avez 35 points dans votre liste, pourquoi pas. Donc 35 points 1, 105 points les 3, de base endurance 5, mouvement 7. Ils vont avoir un mouvement préparti de 7 pouces. Ils ont un petit rôle assez sympa puisqu'en fait en gros on va pouvoir les jouer en synergie avec les carnivores croûtes. À partir du moment où ils sont à moins de 6 pouces de eux, ils vont avoir plus 1 pour toucher au tir et au corps à corps. Sinon ça va quand même faire 2 tirs qui vont toucher à 4 de force 7 sans PA dégâts 2 et 4 attaques au corps à corps de force 6 PA -1 dégâts 2. Écoute, moi... J'aimerais voir si quelqu'un s'en sert. J'ai pas envie de dire que c'est nul. J'ai envie de découvrir. J'ai envie d'avoir tort. J'ai envie que quelqu'un un jour arrive à un tournoi, qu'il ait un combo incroyable et qu'il gagne avec des Croutox Riders. Mais je vais pas essayer. On passe à la colonne vertébrale, ou en tout cas au marteau de cette armée. On va parler des exo-armures Crisis. Elles sont jouables de 3 à 6 figurines. 195 points les 3. 390 points les 6. Ça paraît cher, mais quand on voit finalement qu'aujourd'hui toutes les unités ont beaucoup d'options, là il y a les drones, il y a toutes les armes qui sont incluses dedans, donc ils étaient obligés entre guillemets de mettre un garde-fou avec un certain costing, mais on est moins cher que toutes les Death Stars du jeu à Death Terminator et ainsi de suite. Moi ça me dérange pas.
On bouge nativement de 10. On se rappelle qu'avec le bon commandeur, on passe à mouvement 12. Ils ont endurance 5, sauvegarde à 3, 4 points de vie, commandement de 7 et OC2. Donc même avec ton pack de 3, c'est 6 sur un objectif quand même. Hein. Derrière, ils vont avoir frappe en profondeur, turbo répulseur, tout comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il faut quand ils décident de faire un mouvement de type advance, ils vont ajouter 6, donc bouger de 16, donc de bouger de 18 avec le bon commandeur. Et chacun peut être avec 2 drones, un système et jusqu'à 3 armes. Exactement. C'est une unité qui est vraiment très réussie, je trouve, dans l'index. Elle est extrêmement flexible, vu qu'on ne paye plus rien. On a vu que c'est 4 points de vie, mais en vrai, on va leur donner 2 drones boucliers à chacun, donc ils auront toutes 6 points de vie, ce qui est quand même très respectable pour une unité endurance 5. Le commandeur qui va les rejoindre, lui, on va lui mettre un drone de marquage, donc ça va offrir cette flexibilité aussi. Et au niveau des armes, c'est les mêmes que pour les commandeurs, donc là on voit tout de suite du full plasma, du full cyclo si tu as envie de toutes les perdre d'un coup, les fuseurs, enfin les options sont là. L'unité est vraiment très intéressante, elle est vraiment hyper flexible. Moi je la trouve pas trop chère pour ce qu'elle fait. Je suis content, surtout que par le passé, Game Workshop à chaque fois ils augmentaient le prix des Crysis parce que c'était très fort. Là c'est très fort, mais à un prix que je trouve parfaitement respectable. La grande question, c'est combien on va en jouer dans les listes. Une avec un Cold Star, ça c'est sûr. Tout le monde aura ça. Est-ce que tu pousses à 2 pour avoir le deuxième commandeur qui tape bien fort? Est-ce que tu pousses à 3 pour avoir vraiment tes 3 gros blocs? Parce qu'enfin. T'es à 1000 points après le combo quand on a 2. Hein. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton marteau, comme tu l'appelais, devient aussi une enclume. Parce que là, on se parle d'unités qui ont 36 PV sans compter le commandeur. Ça commence à être solide, ça permet de jouer au milieu de la table avec tous tes opérateurs solitaires en arrière-garde qui tiennent les objectifs. C'est l'unité phare du codex pour moi. Elle n'est pas... Objectivement, elle n'est pas pétée, craquée comme elle a pu l'être par le passé, ce qui fait que ça fera moins de frustration pour les adversaires, mais par contre, elle est vraiment, comme tu l'as dit, la colonne vertébrale, l'outil majeur du codex. Donc tu les jouerais finalement avec une portée de menace de 18 à 24 pouces au niveau de ses armes. C'est ça. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y a des armes un peu moins intéressantes, genre le lance-missile, il a plus de portée, mais force 7, -1, 2, c'est pas incroyable. Les burst canons, ils ont beaucoup moins d'attaques qu'avant. C'est pas fou. Les lance-flammes ont perdu des nombres d'attaques aussi, donc même les combos lance-flammes sont moins intéressants. Donc je pense que ça va surtout tourner en fuseur, plasma et cyclo. Bon bah là on parle de quelque chose de très dur, hein, quand une unité, alors certes qui vaut quasiment 500 points, va faire 18 tirs de plasma au full touche, blablabla, c'est très énervé, mais finalement à 3, 195 points, full lance-flamme, vous arrivez, vous mettez devant l'ennemi à votre phase de mouvement, vous faites justement votre petite douche de 9d6 touches de force 4 sans PA dégâts 1, à l'autre de jouer, il bouge un doigt de pied, tu lèves la main, tu dis bah écoute, tire en état d'alerte, je te remets la même. Même à 195 points, il y a un monde dans lequel c'est chiant. Bien sûr, c'est très intéressant. Ça permet surtout d'aller tuer facilement une unité d'utilité adverse qui voulait aller prendre un objectif, aller faire un petit truc tranquille, faire un secondaire, etc. Non, c'est pas mal du tout. T'as parlé des plasmas qui donc montent à 18 tirs d'un truc qui envoie. Sinon aussi, tu peux y aller en mode complètement kamikaze avec full cyclo, faire 54 tirs de cyclo que tu peux surchauffer. Toute ton unité est morte, je pense. Stat, oui. Voilà. Mais par contre, 54 tirs de cyclo avec les tirs soutenus, les relances de bless, les touches, machin. Il y a des trucs qui meurent en face. Ensuite, on découvre les Exo Armure Stealth. Ils sont jouables de 3 à 6 figurines, 75 points par tranche de 3, donc 150 points le pack de 6. Derrière, ça va avoir l'aptitude infiltration, discrétion. On va donc pouvoir les déployer à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie ou de la zone de déploiement adverse. Ils ont discrétion, donc tout le temps -1 pour être touchés. Ils sont observateurs d'avant-garde, qui fait qu'à chaque fois qu'ils vont observer quelque chose, l'unité guidée va, en plus des bonus habituels, relancer jet de blessure de 1. Ils vont quand même bouger de 8, une endurance de 4, 2 points de vie, sauvegarde à 3, OC1. Ce qui est normal puisque ce ne sont pas des lignes. C'est une unité très intéressante, c'est un peu triste même d'ailleurs qu'ils volent le rôle de marqueur aux cibleurs parce qu'ils le font encore mieux. Donc on va toujours avoir 1, 2, voire 3 petites unités de 3 qui auront toujours au moins dans l'unité un drone de marquage pour avoir tous les bonus que ça apporte. Et ça va être l'unité de marquage par excellence qui va donc donner la relance des 1 pour blesser. En plus ils ont une balise de téléportation qui est donc gratuite. On en aura toujours une, on aura toujours normalement des Crysis en frappe en profondeur qui vont faire le stratagème générique de Rapid Ingress gratuitement grâce à la balise, évidemment avec des restrictions, il faut que ce soit autour d'eux, etc. Mais c'est une unité que je pense qu'on verra dans toutes les listes pour l'instant tant qu'on est dans l'index. Ensuite, on va découvrir une figurine très intéressante. Il a envie de lui faire la bourre, j'ai envie de lui chier dessus. Ah. C'est normal, c'est un joueur tôt et je suis un joueur de l'Imperium. En gros, on est sur un véhicule qui va bouger de 10, endurance 8, sauvegarde à 2, 12 points de vie, OC3, c'est bon, vous l'avez, qui est
agent solitaire, qui ne peut donc pas être ciblé si on est à plus de 12 pouces d'elle. Et si on s'approche, eh ben, elle va avoir ces deux petits drones furtifs qui vont dire, eh ben, écoute, je suis une fois par partie capable de transformer un dégât en 0. 2 fois du coup, une fois par drone. Exactement. Et j'ai discrétion infiltrateur, ce qui est un petit peu paradoxal par rapport à l'agent solitaire, mais une grosse latitude de jeu par rapport à ça. Au niveau justement de son choix d'équipement, si on veut être à plus de 12 pouces de l'ennemi, on va peut-être se diriger vers un Cyclo Razer à ion qui va avoir une portée de 18, ou alors on peut même jouer un petit peu au fou et aller avec le colliseur à fusion à 18 pouces. C'est l'unité phare du codex, enfin de cet index, surtout qu'en plus, historiquement, dans les versions précédentes, les codex d'avant, la Ghost Kill a été toujours très dure à justifier. Là, elle est auto-incluse. Avec Agent Solitaire, c'est extraordinaire. Attends, déjà, Agent Solitaire à 3, OC3, c'est rare. Oui. Véhicule, ok. Oui. C'est bien. Hein. Touche à -1, ignore de dommages. Donc déjà, si t'arrives à venir la chercher, faut quand même la sortir, bonne chance. Elle est parfaite dans la méta actuelle qu'on voit avec beaucoup de tirs sans ligne de vue ou des gros mecs qui font Devastating Wood très fort. Mais pas sur elle. Elle est parfaite comme unité de scoring. Alors elle fait pas énormément de dommages, hein. C'est pas elle qui va déblayer l'armée adverse, mais tu vois, t'en gardes une dans chaque coin, une par-ci par-là. Quand tu tires tes cartes et que tu tombes sur justement le secondaire où il faut avoir des unités dans les coins ou avoir des cartes de table, elle est vraiment très utile. Voilà, je pense qu'on va en voir beaucoup. Ensuite, on va voir, merci au traducteur, l'équipe de tir furtive. Et alors là, je suis pas content. C'est une équipe d'un mec tout seul. Non. Est-ce que il y a un S à figurine ici? Ah ok. Alors lui, il est tout seul, mais il a 3 drones sniper. Et moi, alors petite parenthèse fluff, mais je suis aux anges parce que je me disais, je pense que même j'en ai parlé dans une review de je sais pas quelle version d'avant. Je trouvais ça dommage que, avec la technologie qu'ils ont littéralement des sniper drones, mais qui sont là, au ras du sol, et qui essaient de trouver des lignes de vue. Alors qu'en fait, les mecs, ils devraient voler à 5000 mètres d'altitude, trouver des personnages et faire des tirs verticaux comme ça, à travers la tête. C'est trop stylé. Et ben là, ça y est. T'as plus qu'à te dire que c'est le cas. Tu m'as convaincu. Voilà. Tu m'as convaincu. Donc, on est quand même sur une équipe d'un mec tout seul qui va faire 3 tirs de force 5, PA-1, dégâts 2, bien évidemment, lourd et précision. Il va être agent solitaire, infiltrateur et discret. Et il va avoir ciblage précis qui fait que quand en gros, il a été observateur, l'unité peut aussi relancer le jet de touche. Donc là, je pense qu'on a compris tout de suite. Agent solitaire, donc une unité intuable, inciblable dans ton fond de cours, qui prend des objectifs, qui prend des lignes de vue, et surtout, donc en fait, ils vont servir avant tout à faire du ciblage, à faire de la désignation, à donner leur bonus. Yes. Avant même de penser à la partie sniper qui elle est secondaire. On est quand même sur une équipe de une figurine qui n'a qu'une sauvegarde à 4 et 4 points de vie, certes agent solitaire, qui vaut 70 points. Or, on peut pas tout rentrer dans une liste entre les stealth, la ghost kill, les crisis et ainsi de suite. Est-ce que tu le rentres réellement à 70 points? En fait, agent solitaire et l'utilité qu'il apporte est beaucoup trop importante, je pense. Je pense qu'on en aura toujours au moins 2, voire 3. On enchaîne ensuite avec les cibleurs. Ils sont jouables que par 10 à 120 points. On est donc à 12 points le petit body. Ils bougent par contre de 7. Ils ont aussi éclaireur 7. Ils vont avoir cible téléversée qui fait qu'une fois par tour, quand vous utilisez l'aptitude pour le bien suprême, alors ils vont être capables de cibler une deuxième unité. De base ensuite, ils vont pouvoir avoir 3 armes spé, petit X, certaines de leurs belles armes spé, notamment le fusil à ion ou le fusil rail touche à 5. C'est un peu décevant et ça rejoint l'unité qu'on vient de voir juste avant, le petit sniper qui marque très très bien. Pourquoi prendre des cibleurs pour marquer alors que l'autre il est moins cher et il marque mieux? Pourquoi prendre eux plutôt que des stealths qui marquent mieux pour moins cher? C'est un peu dommage. En fait, le problème c'est d'être une unité de 10 à 120 points forcément. À 60 points les 5, ça aurait été vachement mieux. On enchaîne ensuite avec mon unité préférée, Visionnaire, peut-être, puisque on va parler du Piranha. On peut les jouer par 1, 2, 3, on peut donc en avoir jusqu'à 9 dans une liste. C'est une connerie, mais on peut. 3 c'est bien déjà. Moi j'ai dit 7. Alors, tout simplement, on va les payer 55 points par figurine. C'est cadeau. Le pack de 3, 165 points. Ça bouge de 14, endurance 7, comme tous les véhicules, ils ont été revus à la hausse. Sauvegarde à 4. 7 points de vie, bon palier quand même pour 55 points, c'est pas si PEV pour le petit D6, c'est 7 points de vie, commandement de 7, C2. Donc comme un Rhino qui veut quand même 80 points. Derrière, ils vont avoir éclaireur 9 pouces, tactique de harcèlement de drone qui fait tout simplement qu'à votre phase de mouvement, vous allez choisir une unité ennemie à 12 et lui faire un test de débranlement. Pas besoin de champ de vision. Voilà. Nature peinture. Et en plus de ça, ça va quand même un petit peu chatouiller, puisque comme on paye pas les options, on va se faire un plaisir de leur prendre, justement, de leur mettre un missile seeker. Donc 55 points, t'as le test d'ébranlement, t'es au C2, tu bouges de 14, donc finalement tu vas quand même aller vraiment faire chier. Et t'as un petit tir unique de force 14, PA-3, dégâts des 6+1.
Pour moi, c'est l'unité parfaite d'accompagnement des crises, parce elles vont cibler avec leur aptitude de débranlement les unités qui normalement peuvent utiliser des stratagèmes défensifs. Comme ça, les crises, ensuite, elles ont pas d'armure of contempt en face d'elles, pas de choses comme ça, elles peuvent juste du beurre. Voilà. Moi, je le trouve vraiment superbe et je pense que tout le monde en aura au moins un, deux pour ce rôle-là. J'espère que je vais aller revendre les miennes. Moi, je te les achète. Ensuite, on va découvrir les frelons Vespid. Eux, ils sont jouables à 5 à 75 points. Ils vont avoir la règle nativement de frappe en profondeur, aussi d'agilité aéroportée qui dit que s'ils ne sont pas à portée d'engagement à la fin de votre phase de mouvement, ils peuvent tout simplement repartir en renfort stratégique et donc arriver au prochain tour. Après, ils bougent de 12, endurance 4, sauvegarde à 4, OC 1. Et ils sont équipés d'éclateur à neutrons qui va être une arme d'assaut portée 18 qui va faire 2 tirs de force 5 par moins 2 dégâts 2. Donc très bien pour chasser le Marines. Ce qui est juste dommage, c'est qu'ils n'ont pas la règle justement des taux. Oui, ils peuvent pas cibler, mais en fait on va en prendre, je pense qu'on va systématiquement en prendre une unité ou deux, parce que c'est l'unité de scoring parfaite en fait. Elle bouge beaucoup, donc si elle était déjà sur la table, elle peut faire plein de choses, mais surtout, elle arrive en frappe en profondeur, une petite unité de 5, elle peut aller faire plein de trucs, et le tour d'après, s'ils sont pas morts, parce que ça peut arriver, hop, ils repartent. Et au tour d'après, ils feront un autre objectif. Franchement, c'est une unité parfaite. Je suis bien content qu'on puisse les prendre que par 5. Ensuite, on va découvrir les chiens croûtes. Ils sont jouables de 4 à 12 figurines, 30 points par tranche de 4. Ça bouge de 12, ça a une endurance de 3, c'est 1 point de vie. Pour 30 points, vous avez 4 points de vie. Maintenant, ça a OC 0. Par contre, les carnivores croûtes à 6 pouces ou moins 2 et qui seraient à portée d'engagement d'un ennemi commun auront plus 1 pour blesser. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour moi, ils ont que 2 rôles, c'est du screening ou de l'anti-FEP. Donc soit ils sont à l'avant en cordon de 4, juste pour aller bloquer un passage entre deux décors pour qu'un rhino puisse pas passer. Ouais, ils ont éclairé un 9, ils bougent de 12, donc ils ont 21 pattes pour être effectifs si t'as le T1. Exactement, ou alors ils sont derrière pour empêcher des frappes en profondeur, c'est tout. Après, oui, aussi tu peux en avoir une idée de 12 et aller faire une ligne devant ton adversaire aussi. Écoute, c'est pas, voilà, c'est rien de spécial, mais ça peut avoir son utilité en termes d'unité d'utilité. Ensuite, on continue et on va aller regarder les Exo Armure Broadside. On peut les jouer de 1 à 3, on est à 110 points par bonhomme. Derrière, on va pouvoir bouger de 5, endurance 6, sauvegarde à 2, 8 points de vie. Donc 10 avec les drones. C'est vrai. OC 2, blindage avancé qui font qu'ils ont une insensible à la douleur contre les blessures mortelles. Aptitude qui peut paraître sortie de nulle part, mais justement dans l'ère des blessures dévastatrices, quand tu es quand même à 8 PV endurance 6, c'est pas mal en sauvegarde à 2, en tout cas c'est pas mal, il n'y a pas autant de PA qu'avant. Derrière, de base, ils vont être équipés avec un missile seeker, donc on le paye plus, donc on va le prendre. Donc chaque figurine doit potentiellement faire un tir une fois par partie de force 14, PA-3, dégâts D6 plus 1. Et puis derrière, on va pouvoir choisir parmi et les systèmes de missiles autodirecteurs jumelés, ou les missiles au rendement, ainsi que le fusil rail lourd. Comment est-ce que toi aujourd'hui tu les équipes ? En fusil rail lourd, il est bien meilleur que... Et qu'est-ce que tu mets sur les épaulettes ? Épaulettes, je vais mettre d'un côté le missile à usage unique, le missile seeker, et de l'autre, je pense plutôt le plasma que les smart missile systems qui sont vraiment devenus trop mauvais. Donc 2 tirs qui vont toucher à 4, mais on a vu tous les mécanismes qui existaient, ils ne peuvent pas être rejoints, on n'a vu aucun leader qui allait dedans, mais de force 12, PA-4, dégâts D6 plus 1 à 60 pouces. C'est très bien parce que c'est vraiment un fusil anti-char sur une plateforme qui est un peu tout, on n'a pas besoin d'avoir un hammerhead pour avoir un truc anti-char, on peut avoir donc des exo-armures. Moi j'aime beaucoup, après le problème c'est que c'est cher, 330 points les 3, et en fait surtout, maintenant que c'est plus infanterie, maintenant que c'est véhicule, on n'a plus du tout cette flexibilité d'être juste derrière un objectif, juste derrière une ruine, rentrer dedans, et pour tirer, etc. Et là, avec 5 pas de mouvement, faire le tour des ruines, ça va être très compliqué. Donc, les tables, on a vu, elles sont quand même bien chargées dans cette V10. Ça va être un peu compliqué, je pense, de les utiliser. Et tu peux te retrouver avec 3 broadsides qui n'ont aucune ligne de tir de toute la partie, ce qui est quand même assez dommage. Après, elles peuvent être en renfort. Bon, c'est cher. Mais elles ont des armes lourdes. Voilà. C'est un petit peu dommage. En tout cas, moi, je la trouve bien pricée parce que c'est quand même des enclumes. Oui, non, mais je les déteste pas du tout. Je les trouve très bien. C'est juste que tu les mets pas sans réfléchir parce qu'elles coûtent cher. On enchaîne ensuite avec l'exo-armure Riptide, la Riptide, donc à 235 points. On est quand même sur un châssis qui bouge de 10, endurance 9, sauvegarde à 2, 14 points de vie, OC4. Rien à dire par rapport à ça. Châssis. Une fois par partie, elle va pouvoir déclencher la charge Nova et dire qu'une de ses armes va avoir blessure dévastatrice. Elle va pouvoir désengager et quand même pouvoir justement tirer, et elle va aussi pouvoir ignorer tous les malus à la touche. Derrière, on va pouvoir l'équiper soit avec un accélérateur à ion pour faire, moi je fais à risque, donc 6 tirs de force 8, PA-3, dégâts flat 4, ou alors 12 tirs de force 6, PA-1, dégâts flat 2. La Gatling. Moi, je suis très mitigé. En fait, je trouve qu'ils lui ont enlevé toute sa saveur.
elle a plus son option à chaque tour de choisir de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Elle peut plus bouger après avoir tiré, qui était quand même son truc principal. Elle peut pas augmenter son armure comme elle le faisait aussi quand elle se mettait à risque. Elle peut pas surcharger son arme tous les tours. Ça, je trouve ça très bizarre. Alors que tous les autres codex en plus font ce qu'ils veulent avec les blessures dévastatrices. Elle, une fois par partie, sur un flingue qui est pas non plus incroyable. Ça me fait chier parce que c'est mon unité préférée, c'est l'unité préférée de beaucoup de joueurs tôt. Là, en soi, elle est bien. C'est ce que tu vas faire. Tu vas prendre ton petit Gundam, tu vas le mettre dans la mallette. Ben, j'ai bien peur que oui. Je viens de résumer ce que pense la France des joueurs. C'est une blague. C'est une blague, d'accord? Pendant un an, jusqu'au prochain codex, je pense que vous n'allez pas voir beaucoup de Riptide, voilà. Ok, ce n'est pas d'incitation à l'aide, parce que la dernière fois qu'on a fait un codex aigu, j'ai été appelé par la police. Ok, parce que vous le savez pas forcément. J'ai été appelé. J'ai été appelé par la police, comme quoi la vidéo faisait de l'incitation à la haine, les gars. Et quand j'ai dit au policier, oui, bonjour, monsieur l'agent. C'est de l'incitation à la haine contre une race qui n'existe pas. Le mec a dit, ah, excusez-nous de vous avoir dérangé, et non-lieu. Mais, faut se détendre, ok? C'est un jeu avec des fioles en plastique, ok? Je fais pas ce métier pour me faire chier dessus. On passe ensuite au char Hammerhead. Il est resté à 145 points. Châssis qui bouge de 10, endurance 10, 14 points de vie, OC 3. De base, tout comme Longstrike tout à l'heure, il va pouvoir avoir plus 1 pour toucher des monstres et des véhicules. Et une fois par activation, il pourra relancer un jet de touche ou de blessure. C'est un peu le même constat que Longstrike, tout fonctionne, tout est bien. Par contre, on est sujet aux sauvegardes invulnérables. Voilà. Dès que ça a 4+, 50% de chance que ton tir ne fasse rien. C'est un peu frustrant. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est pas mal. Dans une optique de monter une liste anti-IK, par exemple, bah, c'est sûr, on en aura. Ouais. Ça marche très bien. Voilà. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est rien de trop cher. C'est une bonne unité. Au choix de chacun de la jouer. Yes. Écoute, je te rejoins pour le coup. C'est vrai que c'est une figurine 145 points mono-tir. Maintenant, OC3. C'est-à-dire que, encore une fois, tu reprends sur un rhino. Je sais que tout le monde s'en fout des rhinos et ainsi de suite, mais c'est juste pour vous montrer en fait. Tu reprends sur un agent solitaire, tu reprends sur plein de choses. Et comme tu as un missile seeker, au moins une fois par partie, tu vas un peu lisser normalement l'invulnérable avec ton canon rail. C'est vrai. Mais en fait, ce qu'on aurait voulu voir, c'est que le canon rail soit devastating wound tout le temps. Ça blesse, c'est full mortel. Et là, ouais, c'est vrai. Bien. Et on le met à 115 points. Ouais. Ok. C'est quoi? C'est moi qui vais appeler la police. Incitation à quoi? On peut le mettre en comparaison potentiellement avec le Skyray. Le Skyray, il vaut 160 points. Lui aussi va pouvoir avoir un jet de relance ou un jet de touche. Lui, il va pouvoir relancer tous les jets de touche dès qu'il cible une figurine qui va avoir le mot-clé vol. Ah, on les voit moins les Fire Prism à 125 points. Allez, ramenez-les. Vous attend. Ah, il tire d'abord. Ah. En tout cas, même châssis que son cousin, sauf que lui, il va avoir un rack de missile seeker et donc 3 tirs de force 14, PR-3 dégâts D6, certes qui vont toucher à 4. Qu'est-ce que tu penses finalement de tronquer le tir de Raygun par finalement une stabilisation de 3 tirs tous les tours de seeker? En fait, je trouve ça presque mieux. Mais je préférais qu'il soit au même prix que le Hammerhead. Ouais, 160 points, c'est un peu cher. Il est surcosté, ouais. Ouais. Du coup, ça fait plaisir que l'unité soit bien et qu'elle fonctionne. Un poil cher, je sais pas si on va tout de suite en voir beaucoup, sauf dans une optique de liste full châssis, parce que ça, il y a des chances qu'on en voit aussi. Et en plus, il a le mot-clé désignateur laser, donc ça en fait une bonne unité de marquage aussi, parce que lui-même n'a pas forcément besoin d'être guidé. Donc il est intéressant. Il devrait pas coûter 160 points. Yes, on va ensuite passer au Devilfish. Le Devilfish, il vaut 95 points. Il bouge de 12, il a une endurance de 9, 13 points de vie, OC2, sauvegarde A3. Et les unités qui en sortent, alors que normalement elles sont considérées elles-mêmes comme ayant avancé, elles sont considérées comme ayant fait un mouvement normal. Oui, alors ça, oui, sauf que c'est inutile pour les breachers qui de toute façon ont des armes d'assaut, c'est bien que pour les équipes d'attaque, sauf qu'ils sont nuls. Voilà. Écoute, c'est un très très bon transport. On rappelle, hein, maintenant il a le petit missile striker cadeau. 2. Oui, excuse-moi, c'est vrai. Donc franchement, je le trouve, encore une fois, 95 points. C'est un excellent chausson. T'en joueras tout le temps quasiment, quoi. Moi, je le trouve un poil cher, mais c'est justifié. Très attention. Mais, non, mais c'est justifié. C'est juste que du coup, en full combo avec les breachers, voilà, on a vu. Donc tu montes à 255 points le combo pour, bon, au final, juste 10 mecs. Ça fait cher, mais c'est un excellent transport, c'est sûr. Il vaut 165 points. Il va malheureusement, mais ce qui est normal aussi par rapport à sa conception, ne pas être stationnaire. Ça veut dire qu'il ne peut pas être déployé sur table. Donc même mea culpa par rapport aux Aerodim que dans tous les index, il n'arrivera qu'à partir du tour 2 à 6 pouces d'un bord de table et ne pourra donc se déplacer en étant très restrictif par rapport à son axe qu'à partir du round de 3.
Il est pas cher. 165 points, c'est pas cher. Il a +1 pour toucher quand il cible des unités au sol. Ce qui est très bien. Et il va faire 8 tirs de force 8, PA-2, dégâts 2, plus les missiles Seeker, plus des canons à induction et plus une nacelle de missiles. Et derrière, il va pouvoir aussi choisir entre un missile à induction et une nacelle de missiles. Écoute, en soi, il est pas mauvais. Le profil, tout est bien. 165 points, je trouve que c'est très bien pricé. Maintenant, si tu as 165 points, bah, tu prends un Skyray parce que tu tires dès le tour 1. Moi, je pense que voilà, tu mets le doigt sur le problème, c'est-à-dire qu'on peut pas le déployer sur table. Et en fait, c'est ce qu'il décrit. On peut pas le déployer sur table. On ne le déploie pas, on ne le joue pas. On ne le déploie pas sur table. C'est un avion. D'accord. Il est dans la mallette. Écoute, je vais avoir un argument pour le bombardier Sunshark. On ne le déploie pas sur table. J'ajouterai quand même en petite parenthèse que Review Codexto V8, Review Codexto V9, on a chié sur les avions et à chaque fois ils se sont retrouvés méta. Après. Donc là peut-être qu'on a tort aussi. Après, le bombarder avait eu une baisse de coût en points avant de devenir méta. C'est vrai. Donc voilà, à voir. Peut-être qu'on aura. J'avais 203. Bon. Ouais, c'est un petit peu Et dommage. là j'ai l'impression que c'est safe quand même de dire que c'est de la merde. Mais c'est pas sa faute, c'est la faute aux règles des avions. En gros, vous avez un avion qui s'appelle un bombardier. Et il ne va pouvoir utiliser sa capacité de bombe qu'à partir du round 3, puisque round 2 il arrive, il se déplace pas. Round 3 il se déplace. Donc déjà, faut noter au niveau de la précision qu'en fait, en gros, quand vous allez arriver round 2, vous allez le placer, en fait, vous allez donner un axe à votre avion. Et cet axe, il va devoir le suivre au mouvement round 3. Donc déjà, votre adversaire, soit il le tue, soit il est, je me mets là, tu ne m'embarderas pas. Oh. Quel stratège! Non, mais, Et donc, on ne peut pas le déployer. Mais à la limite, à ce moment-là, tu sais, tu peux jouer les anciens discours quand on commençait à suivre les championnats du monde en 2019 en disant, attends, le mec, il voit 5 tours en avance. Il savait où allait être mon avion T5. Bah là, c'est la même chose, sauf que tu vois, oui, mais c'est parce qu'il va tout droit, tu vois. C'est ça. C'est dommage. Honnêtement, c'est vraiment dommage. Mais bon, je pense que ça va évoluer au sein de cette 10e édition plus tard, quoi. Et on va terminer, les amis, avec, j'allais dire, l'iconique. Celle qui m'avait fait queener, la Storm Surge. Là, elle est à 405 points. Elle bouge de 8. Elle a une endurance de 11, 20 points de vie, sauvegarde à 2, invulnérable à 4, 7 points de vie au C6. Très bon gardien de but. Elle a les bons mots-clés, titanesque, imposant. Ça fait qu'en anglais, elle est dit towering. Elle voit à travers toutes les fenêtres. Puisque avant, on la voyait, mais elle la voyait pas. Maintenant, elle le voit partout sur la table, sauf si c'est des murs pleins. Moorshop a sorti un GT, il recommande d'utiliser des murs pleins, à voir derrière ce qu'il en est. 405 points, elle va avoir le choix entre un canon éclateur à impulsion qui va se faire soit 2 tirs de force 24 PA-6 dégâts 12, c'est le gros soit shotgun. 6 tirs de force 10 PA-2 dégâts 4. Elle va aussi tous les tours avoir un missile destroyer qui va faire un tir de force 16 PA-4 dégâts D6 plus 2, 4 D6 tirs de force 5 100 PA dégâts 1, bon bref. C'est les missiles de téton. Voilà, vous l'aurez compris, elle va quand même tirer très fort et très salement. Et ce que j'aime, c'est qu'en tout cas, sur la plupart de ces armes, elles vont toucher à 4, mais ils sont lourds. Toutes les armes sont lourdes. En Donc théorie, on n'a pas trop besoin de la bouger. Yes. Et évidemment, on peut la guider. Yes. Ensuite, elle va être marcheur super lourd, ça veut dire qu'elle peut ignorer lors de ses déplacements toutes les figurines sauf les titanesques et même les décors de plus de 4 pouces. Or, une partie des petites ruines fait moins de 4 pouces en latéral. Et il a été clarifié en tout cas par le WTC et donc certainement par Game Workshop très vite que c'est pas la partie maximum du décor, c'est la partie du décor qu'on cherche à traverser. Donc elle va quand même gagner en mobilité par rapport à avant. Elle va aussi avoir un système d'appui qui fait qu'elle va ignorer tous les malus à la touche et aussi elle est tueuse de titans qui fait qu'elle peut relancer des jets de touche dès qu'elle tire sur une figurine titanesque ou imposante. Moi je la trouve très intéressante, je trouve que le prix est correct. C'est pas, on en revient au même problème du taux, tu le prends pas dans n'importe quelle liste pour faire n'importe quoi, tu le prends contre des listes anti-élite ou anti-véhicule, par exemple le Lika là, qu'on voit partout parce qu'il est extrêmement performant, 3 Storm Surge ça met des belles claques à Lika. Après voilà, elle a Towering donc c'est extrêmement avantageux là comme c'est tout de suite, mais avec les tables compétitives qui sont en train d'arriver, qui sont de plus en plus chargées, qui ont de moins en moins de fenêtres, il y aura sûrement au bout d'un moment quand même des problèmes de ligne de vue et à ce moment-là elle aura le même problème que les broadside. Ça fait comme tu dis un très bon gardien de but ou 3 très bons gardiens de but si tu as envie. En vrai ce qui est très intéressant avec la Storm Surge c'est que toutes ces armes sont heavy, c'est un peu le même principe. Lourd. Ah oui, heavy c'est moi. Oui, rien à voir. Des armes lourdes et c'est le même principe que les broadside. Et en fait ce qui est très fort en taux c'est que le ciblage c'est on augmente la capacité de toucher de +1 et avec les armes lourdes on touche à +1. Donc en fait le taux, par exemple les Storm Surge, les broadside, tout ça vont pouvoir toucher jusqu'à 2+. Avec Shadowsun on aura de plus relance les 1, on commence à faire des très bons combos. Donc moi je pense qu'elle est complètement jouable cette figue, même jusqu'à 3. C'est juste qu'il faudra construire le reste de la liste pour, parce qu'il faudra quand même aller chercher le milieu de la table. Mais je la trouve très intéressante. On a fait le tour les amis de ce qui va faire le sel tôt. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Forge World ? Forge World, il y a 2 unités qui sont vraiment intéressantes, le reste comme on l'a vu dans les versions précédentes, Forge World un peu en dessous, difficile à justifier. Soit fort mais mal costé, soit mal écrit. Voilà. Et là, les 2 unités intéressantes, c'est le Tetra,
T'es bien content, hein. Tout le monde s'était moqué de moi, les gars. Ça, c'est un vrai Forge World en plus. Tout le monde s'était foutu de ma gueule. Sauf que moi, quand j'ai commencé les taux, je me suis dit, putain, ils ont des speeders, des mini speeders, il m'en faut. Ils permettent en tant qu'unité observatrice de donner à l'unité guidée full reroll touche quand il tire sur cette unité. Donc c'est pas mal du tout. Et après, l'autre unité qui est pas mal du tout sur la datasheet et en coup en point, mais c'est un peu un troll en même temps, c'est le tonard. Ouais. Le truc comme ça. Eh ben écoute, tu sais quoi? Ah, j'en ai pas. Moi non plus, j'en ai pas, j'aimerais bien. Je crois que de tête, c'est 600 et quelques points. Pas beaucoup, donc t'en joues facile 2. Enfin, facile 2, il faut avoir l'argent. Et le datasheet, impec, hein. Le truc dévaste tout ce qu'il veut. Je sais pas si vous avez vu, il a 3 énormes canons au-dessus de la tête. Donc lui, même s'il y a des fenêtres, en fait, il voit au-dessus. Hein. Donc il s'en fout, il voit tout sur la table. Franchement, bonne unité. Il y a peut-être moyen qu'on voit des listes avec. C'est juste qu'il faut trouver les filles. Pour revenir plus globalement sur le taux, j'ai bien aimé ce que tu as dit au début. Je trouve qu'en fait, alors, on n'est pas sur le codex aussi fort et frustrant qu'on a pu connaître par le passé. Déjà parce que même dans les recommandations de Game Workshop, et c'est ça qui est très bien, c'est que dans le grand tournament de Game Workshop, ils s'inspirent des tables WTC. Donc, certains hobbies vont dire ouais, ils jouent en compétitif. Non les gars, vraiment faut penser qu'on est dans un jeu, et surtout quand on affronte du taux, ou si on fait des stat hammers, on sèche n'importe quoi. On doit jouer avec des murs et c'est super important. Désolé pour les personnes qui aiment avoir des petits décors, des petits conduits et ainsi de suite, mais il vous faut des murs, il vous faut des bloquants. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des décors en L qui sont moches, vous pouvez faire des très belles tables, mais il faut pouvoir se cacher et proposer en fait une belle géométrie aussi aux joueurs tôt. Et c'est vachement important. L'index en tout cas, il est intéressant. Il développe quand même une puissance de feu qui est bonne, mais qui va être moins frustrante qu'avant parce qu'au moins tu vas pouvoir jeter des dés. Déjà, l'index est vachement moins frustrant pour ton adversaire parce qu'on n'a pas du tout la tankiness d'avant, on n'a pas les milliers de drones qui prennent toutes les blessures à la place du reste des unités. Donc ça, en vrai, c'est bien. Et puis moi, j'aime bien juste que ça rajoute des points de vie. C'est plus sympa comme gameplay. Après, je pense que le codex se place pour l'instant l'index se place pour l'instant au milieu par rapport aux autres. Il est pas pété, mais il est pas nul. Il a ses armes. Il est pas pété, il est pas nul, mais dans un système d'orientation de liste, je pense qu'il est god tier, encore une fois. Alors, spécifiquement, si tu viens en disant je suis là pour casser de l'IK, bah là oui, il casse de l'IK. Si tu viens pour dire je suis là pour déblayer de l'infanterie, il déblayera tout ce que tu veux comme infanterie. Là où il est moins fort, c'est dans des optiques qu'on appelle de tournois solo, où tu es censé pouvoir tout affronter et arriver jusqu'au sommet. C'est un peu plus compliqué parce que tu peux pas tout mettre dans la liste. Mais tu penses pas que c'est au contraire super intéressant de se dire que toi, si t'as une armée de cœur, c'est les taux, tu vas pouvoir les jouer pendant toute une saison. Déjà, autre question, est-ce que tu trouves qu'il est suffisamment bien écrit comme index pour pouvoir durer dans le temps? Bah déjà, on sait que le codex arrivera dans l'année 2023-2024, là, donc normalement, on va pas avoir à attendre trop longtemps. Et je pense qu'il est suffisamment bon pour affronter les index actuels et les premiers codex qui vont sortir. Je pense qu'il a une durée de vie ok. D'accord. Moi, ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est qu'encore une fois, même si tu es un joueur tôt qui n'a donc que cette armée, et ben tu vas pouvoir aller en chercher la quintessence, faire même des paris par rapport au méta. Justement, tu parlais des tournois solo où tu vas, ou même du jeu organisé, ou juste de pouvoir rencontrer quelqu'un et dire bah tu sais quoi, on se dit pas ce qu'on joue et on le joue, et ben tu vas devoir faire des paris. En ce moment, tu penses que c'est les packs de Terminator qui marchent, je vais jouer ça. Tu penses que c'est j'en sais rien, les gros packs véhiculés, je vais jouer ça. Tu penses qu'en ce moment, j'en sais rien, les Necrons ça va pulluler, ou en tout cas le Genestealer Cult, et tu disais avec ton combo Crisis Lance-Flamme, viens avec 18 Crisis full lance-flamme, ça va. Viens 3 pouces. Voilà, ça va faire la misère à plein de gens. Ouais, donc franchement, et bien en plus avec ta mobilité, tu pourras même l'empêcher de reploser ces petites tokens de merde là. Ouais. Toi qui as de la haine. Tu sens qu'il y a eu du cul ce week-end. Mais d'ailleurs, on peut inciter un peu à la haine contre le. Franchement, grave. Ouais, mais ça existe un peu. Oh là là, attention. Oh là là. Là, c'est contre une race qui existe un peu. Mais le Genestealer Cult, c'est pas un peu le grand remplacement? Leur méthode. Ça, on peut pas la laisser. On peut pas la laisser. Dans le fluff, c'est un peu le grand remplacement, monsieur. Je suis désolé, mais le fluff des Genestealer Cult, c'est le grand remplacement. Bon, on peut peut-être la laisser, je ne sais pas. Tu décideras. Ça vous décide, Adri et les vous décidez. Les autorités compétentes. Le gouvernement French YM Studio. Plus sérieusement, pour en finir sur les taux, je trouve que l'index est super bien écrit. Certes, ça ne fait qu'une seule phase. On regrettera quand même, pour moi, 3 choses. Que les croûtes sont pas attractifs. Même en cordon, on va avoir mieux. Que Farsight, manque de charisme, même si on sait qu'il va être couvert plus tard. Ouais. Ils ont quand même refait la figurine, on aurait aimé qu'il soit juste une unité de corps à corps. Tes crises deviennent des malades. Tu vois, ouais. Moi, j'aimerais bien. Voilà, ou un truc comme ça. Et la dernière chose, c'est que c'est normal, c'est un index, mais le fait d'avoir laissé que le Koyon induit un style de jeu qui fait qu'à partir du round 3, t'es en God mode.
mais avant t'es pas mauvais non plus. C'est ça où en fait c'est à la fois un pari que d'avoir induit un style de jeu qui va plutôt te forcer à jouer ce qu'on appelle en late game, mais t'as tellement d'outils pour le jouer en early game que voilà, tu seras normal en early et god mode après. C'est pour ça que j'ai voulu autant un pied sur les agents solitaires. En fait, le fait de les multiplier, que ce soit avec les snipers, les ghost kills, les personnages, machin, en fait, on va avoir les crisis et les vraies unités de tir en frappe en profondeur et qui vont attendre le plus possible le tour 3. Et du coup, normalement, avec une table remplie d'agents indépendants, on devrait survivre jusqu'à ce fameux tour 3 et l'arrivée du couillon. En théorie. Eh bien écoute mon petit Ichi, encore une fois un grand merci d'être venu nous présenter ta faction de cœur avec les taux. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Oui, toujours. Eh ben oui. Toujours. Même celui des policiers, il était comme ça. C'était une olive. Les amis, si vous voulez continuer de supporter French Frame Show et on a besoin de vous, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.